Et donc, merci à tous, merci d'être là. Merci à Jean-Paul pour l'organisation, pour l'accueil. Merci à tous, c'est cool. Et donc, on va commencer par une petite méditation. Vous pouvez vous asseoir tranquillement, confortablement, le dos le plus droit possible, avec de la flexibilité. Et puis, voilà, respirer tranquillement quelques instants. Impeccable. Et donc, vous pouvez visualiser votre source de refuge dans l'espace en face de vous, quelle qu'elle soit. Vous pouvez visualiser votre maître racine. Vous pouvez le visualiser sous une forme spéciale d'une déité de sagesse, comme Arya Manjushri ou Arya Vajrabhairava, comme vous voulez. Et du moment que vous gardez à l'esprit qu'il personnifie la bonté, l'amour, la compassion, la sagesse, la puissance, toutes ces qualités immenses que possède le Bouddha, vous pouvez visualiser comme ça pendant quelques instants. Et bien sûr, tous les êtres. C'est pour tous les êtres qu'on est venus ensemble. C'est pour le bien de tous les êtres qu'on a mis le pied par terre ce matin. Pour le bien de tous les êtres qu'on essaie d'apprendre, d'étudier, de réfléchir, de méditer. En particulier sur la vacuité, ce précieux cadeau offert par le Bouddha. On se réveille du sommeil de l'ignorance et qu'on aide les autres à en faire autant. On pense à tous ces êtres qui ont désespérément soif de bonheur depuis des temps sans commencement. Vous pouvez aspirer à ce qu'ils obtiennent le bonheur et les causes du bonheur. Visualisez des rayons lumineux qui viennent de votre cœur. Et à chaque contact avec ces êtres, ces rayons lumineux leur octroient exactement ce dont ils ont besoin pour être heureux, à court, à moyen et à long terme. Vous pouvez visualiser que vous vous manifestez vous-même à l'extrémité de ces rayons lumineux pour leur octroyer des médicaments, une longue vie, de l'éthique, de la compassion, des qualités, des mérites, et en particulier sous la forme de personnes qui leur enseignent cette méthode qui permet de se libérer définitivement du sommeil de l'ignorance, la sagesse de la vacuité.
Et vous pouvez visualiser que tous les êtres progressivement se réveillent de ce cauchemar interminable qu'est le samsara. Vous pouvez les voir être soulagés. Donc, bien sûr, ce n'est qu'une visualisation. En réalité, nous avons besoin d'obtenir l'éveil pour les aider de la manière la plus parfaite qui soit, leur enseigner exactement ce dont ils ont besoin, employer les mots exactement qui vont faire mouche dans leur esprit pour leur enseigner la vacuité, bodhicitta, etc. Donc, on peut cultiver cette aspiration à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et on peut bien sûr verbaliser cette aspiration, cette prise de refuge et cette bodhicitta 3 fois. Sangye chödön sogi chonamla chanju bardu dani gyatsuji dagi jin sogye be tsoknamki dora benjir sangye dobhara cho sangye chödön sogi chonamla chanju bardu dani gyatsuji dagi jin sogye be tsoknamki dora benjir sangye dobhara cho sangye chödön sogi chonamla chanju bardu dani gyatsuji Dagi jinso giebe tsoknamki dola benjere zangye doba jo. Notre maître racine, notre source de refuge, quelle que soit la forme qu'il prend actuellement, Arya Manjushri, Vajrabhairava, etc., vont en lumière pour nous inspirer, pour renforcer, stabiliser, bénir cette inspiration et vient rejoindre le sommet de notre tête et le sommet de la tête de tous les êtres. Et pour renforcer, bénir et stabiliser cette bodhicitta, cette double bodhicitta, il vient se fondre en nous comme un flocon de neige à la surface d'un lac. Merci beaucoup. Très bien, très bien. Et donc, de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? La question fatale, la vacuité, Les deux vérités, les deux vérités, exactement, qui sont unitaires, substantielles, ouh, magnifique, unitaire, substantiel, ok. Oui, on a parlé de ça la aussi. troisième, Et un troisième truc, hein, autosuffisant. autosuffisant et substantiel. Et d'un autre côté, permanent, unitaire et autonome. Voilà, exactement, on a parlé de ça. Ouh là là, on a parlé de plein de choses. Quatre écoles, Des 4 écoles aussi. On en a retenu qu'une. ça qui convient. Oui. Et vous avez oublié l'essentiel. On a parlé de l'essentiel, des 4 essentiels, des deux vérités. On a parlé du plus essentiel. On a parlé de Spider-Man. C'est le plus essentiel. OK. On a parlé de Spider-Man, non? OK. Très bien. On a parlé des mignons et des lapins crétins. Oh là là, on a parlé de plein de choses. Très bien, très bien. OK. Oui, c'était très drôle. Donc, en effet, on va essayer de remettre un petit peu tout ça dans l'ordre. Ça a tourné autour des 2 vérités et des 4 essentiels. Ouais, les 4 essentiels, c'est à connaître par cœur. C'est l'un des raisonnements. Bien sûr, on va revoir tout ça aujourd'hui et demain, des raisonnements, parce que parfois, on a envie, bien sûr, de méditer sur la vacuité. On comprend à quel point c'est essentiel.
C'est essentiel. La vacuité, on ne peut pas passer à côté. C'est nécessaire. C'est obligatoire. Obligatoire. Ouais. On avait mentionné quelques-uns des bienfaits. On avait dit que, par exemple, comme le dit le Bodhisattva Aryadeva, ouais, quand on a un doute par rapport à l'enseignement du Bouddha, sur quoi on revient? Sur la vacuité. Parce qu'on peut le certifier par nous-mêmes. On peut revenir là-dessus. Ouais, les renaissances, c'est peut-être plus compliqué. Le karma, c'est peut-être plus compliqué, etc. On peut avoir beaucoup de doutes. Mais la vacuité, si on certifie, on essaie de certifier autant qu'on peut cette quintessence de l'enseignement du Bouddha, on se dit oui, il y a une validité, c'est valide. Et donc on se dit s'il a raison sur l'impermanence, s'il a raison sur la vacuité, il y a des chances qu'il ait raison sur le karma, il y a des chances qu'il ait raison sur les renaissances, etc. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un petit peu ce type d'investigation qu'on fait. Ouais, exactement comme quand on remet son existence dans les mains d'un chirurgien. Ouais, on va pas aller voir n'importe lequel. On essaye de faire une enquête, de dire, tiens, est-ce que tu as déjà été opéré par lui, etc. Est-ce que quelqu'un a eu des bons résultats grâce à ce chirurgien? Et là, on remet sa vie entre ses mains, d'une certaine manière. Salut Daniel, je viens voir l'exo. Hello Christophe, salut tout le monde. Très bien, bienvenue. Merci, Et donc, merci. ouais. Et donc oui, si on a un doute par rapport à l'enseignement du Bouddha, revenir à la vacuité, ça nous permet de retomber sur nos pattes. Ouais, et comme dit sa sainteté Dalai Lama aussi, on peut avoir une très bonne prise de refuge fondée sur la foi, on peut avoir une bonne bodhicitta fondée sur la foi, etc. Mais quand c'est fondé sur la raison, quand c'est fondé sur la compréhension de la vacuité, c'est de la meilleure qualité qui soit. Ça devient irréversible. Ouais, on comprend les quatre nobles vérités, et en particulier les vraies cessations et les vraies voies. Et donc on comprend les trois joyaux, forcément. Ça, c'est magnifique. Ouais, ça, c'est magnifique. Ok, très bien, très bien. Et donc, on a parlé des deux vérités, parce que justement, dans le livret, aux éditions Mariana, oui, aux éditions Mariana, dans le livret d'Enma Lotso Rinpoche, qui est un maître exceptionnel, un Jepun Loseling, euh, enseignait sur les deux vérités, justement, dans ce livret. Et donc, pourquoi il y a deux vérités? Vous vous souvenez, on en avait parlé de ça. Pourquoi il y en a deux? Pourquoi pas trois? Pourquoi pas 3,14? Pourquoi il y a deux vérités? Pourquoi pas une? Parce que C'est 4 conventionnel. parce que c'est 4 divisé par 2. C'est 4 vérités divisé par 2. Oui, exactement. 4, C'est pas un gars, hein. Pourquoi c'est 4 divisé par 2? Parce que c'est corrélé, c'est ça, non? Les deux premières nobles vérités sont corrélées à Conventionnel. conventionnel et les deux dernières nobles vérités sont corrélées à la vérité ultime. Exactement. C'est pour ça qu'il y a 4 nobles vérités. C'est parce qu'il y a l'apparence et la réalité. Il y a l'apparence et la réalité. Ouais, vous vous souvenez, on avait parlé de faux tableaux, on avait parlé de fausses monnaies, etc. Ouais. Et des lapins crétins, exactement. Ouais, si par exemple vous avez un faux tableau, vous achetez un faux tableau et que vous ne savez pas qu'il est faux, vous êtes trompé. Vous êtes d'accord? Vous dépensez votre argent pour rien. Ouais. Et donc, c'est parce qu'on n'arrive pas à voir que quelque chose est faux. On n'arrive pas à faire la distinction entre l'apparence et la réalité. Et bien, tout notre problème, notre samsara, les deux premières nobles vérités, les vraies origines, les vraies souffrances et les vraies origines, c'est à cause du fait de prendre l'apparence pour la réalité, d'être trompé par une apparence d'existence inhérente et de saisir cette apparence d'existence inhérente comme si c'était la vérité. Ouais, ça vous parle? Et donc, à cause de ça, eh ben, on a l'ignorance fondamentale qui fait partie des vraies origines et qui est aussi une vraie souffrance. Et tout le problème, cette suite de catastrophes. OK. Et donc, quand on commence à se poser les questions, tiens, peut-être que les apparences ne correspondent pas à la réalité. À ce moment-là, on fait une expertise, on essaie d'expertiser ce faux tableau. Qu'est-ce qu'on découvre? Qu'il est faux. Donc, on découvre sa véritable nature, on découvre sa véritable réalité, que c'est un faux tableau. On n'est plus trompé par ça, vous êtes d'accord? Et donc, on commence à se réveiller du sommeil de l'ignorance. Ben, c'est le même principe avec tout le reste. Ouais, quand on essaie de découvrir l'envers du décor, la vérité, la véritable nature des choses, la vérité ultime. Ouais. Et quand on a une réalisation directe de cette vérité ultime, qu'est-ce que ça devient? Une vraie voie.
Et cette vraie voie permet une vraie cessation. Et donc, on comprend les deux dernières nobles vérités. Ouais. Et donc, quelqu'un qui possède ça dans son continuum, c'est un Narya Sangha, c'est un joyau, un Sangha joyau. Ouais. Et ces vraies réalisations et ces vraies cessations, etc., dans son continuum, c'est le Dharma joyau. Et quelqu'un qui a parachevé tout ça jusqu'à sa finalité, c'est un Bouddha joyau. Ouais, ça vous parle? Donc, on comprend les trois joyaux parce qu'on a compris les quatre nobles vérités, parce qu'on a compris les deux vérités. Là, c'est irréversible. Là, on sait ce qu'on est en train de faire. Là, on sait où on met les pieds. C'est juste magnifique. OK. Très bien, très bien. Et aussi, de la vacuité, tout le reste découle. C'est pour ça que sa sainteté, quand il enseigne le Lamrim, il préfère commencer par la fin. Comme ça, dès le départ, il parle de la vacuité. Pourquoi? Vous avez déjà assisté à des conférences, des enseignements de sa sainteté Dalai Lama où il n'hésite pas à aller directement dans le grand bain. Il sait que même si on n'arrive pas à tout comprendre, au moins ça pose des empreintes dans l'esprit. Ouais. Donc c'est très important. Et donc de la vacuité, on comprend que tout le reste est possible. La causalité est possible parce qu'il y a la vacuité, parce que les effets sont vides. Et la causalité karmique en particulier est possible parce que les effets dépendent de leur cause. Donc sont dénués d'existence indépendante. Donc la vacuité n'oblitère pas la causalité, ne réfute pas la causalité karmique. Elle l'implique nécessairement. Si on comprend ça, on a des chances d'être sur la voie médiane qui échappe aux deux extrêmes. Ouais, ça c'est très important, ouais. Ok, et donc on a parlé en effet la dernière fois de justement des deux vérités. On a essayé de parler de cette relation entre les deux vérités. Ouais, ouais, de la relation entre les deux vérités. Vous vous souvenez, c'était quoi? Est-ce qu'elles sont contradictoires? Est-ce qu'elles sont une? Est-ce qu'elles sont mais de même entité? Oh là là, ça résonne comme une mélodie magnifique à mes oreilles. Ça résonne, mais alors c'est elles sont contradictoires, mais une même entité. Et c'est très important. Ouais, par exemple, dans le Samdhi Nirmochana Sutra, le chapitre peut-être 3, je ne suis pas très sûr, mais je crois que c'est le chapitre 3, dans lequel le Bouddha parle de la relation entre les deux vérités. Et donc, il dit qu'il y a des conséquences affreuses, des conséquences à l'absurde du fait que les deux vérités seraient séparées. Et donc des entités différentes. Ouais, comme vous avez la table et la chaise. La table et la chaise sont deux entités différentes, vous êtes d'accord? Ok, parce que pour la perception, ben, c'est facile de voir qu'elles sont séparées. Et donc elles sont d'autant plus séparées pour la conception, si elles le sont pour la perception. Ouais, donc elles sont des entités séparées, la table et la chaise. Mais si la vacuité de la tasse était séparée de la tasse, on aurait la tasse dans le salon et la vacuité de la tasse dans le jardin. Est-ce que c'est possible? Non. Et donc, on pourrait réaliser autant comme autant la vacuité de la tasse. On saisirait toujours l'existence inhérente de la tasse, puisque sa vacuité serait séparée. Ouais, ça vous parle? Donc, la vacuité de la tasse et la tasse ne sont pas séparées, exactement comme la couleur de la tasse et la tasse ne sont pas séparées. Si vous pointez du doigt vers la couleur de la tasse, est-ce que vous pointez du doigt vers la tasse? Nécessairement. Et si vous pointez du doigt vers la tasse, est-ce que vous pointez du doigt vers la couleur de la tasse? Nécessairement aussi. Donc, ça veut dire que c'est la même entité. Mais ça ne veut pas dire qu'elle soit exactement la même chose. Ouais, ça c'est très important. Une vacuité n'est pas de la forme, n'est pas de couleur jaune, n'est pas impermanente, etc., etc. Ouais. Donc, une vacuité n'est nécessairement pas une tasse. Et une tasse n'est nécessairement pas une vacuité. Ouais. Donc, c'est pour ça que dans le Sutra du cœur, quand l'Arya Avalokiteshvara dit Zur tompani zurso, Zur le tompani shamayin, tompani le kyanzo shamayinu, la forme est vide, la vacuité est la forme, il n'y a pas d'autre vacuité que la forme, il n'y a pas d'autre forme que la vacuité, c'est pour dire elles sont une même entité. C'est pas pour dire elles sont une. Elles ne sont pas une, elles sont différentes. Et même encore pire, elles sont contradictoires. Est-ce que ça vous parle? Oui, magnifique. Si elles étaient une, comme dit le Samdhi Nirmochana Sutra, mais aussi retrouvé dans le Drupta Chenmo, par exemple, de Kunkien Jamyang Shepa, dans Maps of the Profound, il y a aussi d'autres raisonnements. Et dans The Two Truths de Guy Newland, d'autres raisonnements qui prouvent que la vacuité et la tasse ne sont pas des entités séparées et ne sont pas une non plus.
Ouais, si elles étaient une, en réalisant une tasse, visuellement, on réaliserait une vacuité. On serait un aria. Ce serait génial. Ah, ce serait super. Ouais. On pourrait rester au lit le samedi matin. C'est pas conventionnel. Euh, Pour les vrais handicap, tout est conventionnel. Non? Même la vacuité est conventionnelle. N'est pas une vérité conventionnelle, mais existe conventionnellement. Si ça vous parle, c'est déjà énorme. Ouais. Jean-Paul, tu vérifies si la tasse et sa vacuité sont une ou pas. Ah, alors le sachet et la tasse, est-ce qu'ils sont une même entité ou pas? Ils ne sont pas une même entité, vous êtes sûr? Qui dirait si? Ils sont une même entité. Non, non. On Ils peut sont les pas... séparer. Ah, on peut les séparer. La perception est capable de les distinguer, non? Le sachet et la tasse, par exemple, nous et le temple. Est-ce qu'on est une même entité ou pas? Le temple ici. Non, on n'est pas une même entité, on est séparés, exactement. Même si on est à l'intérieur du temple, hein. Mais qui sommes-nous, exactement? Après, on va zoomer, on va essayer de zoomer de plus en plus. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Où cours-je? Ça, c'est très important de se poser ces questions-là. OK, très bien. Si jusque-là, ça va, c'est des révisions, hein. Donc, normalement, jusque-là, ça va. Ouais, OK. Très bien. Donc, le sachet de la tasse, dans la tasse et la tasse sont des entités différentes. La couleur de la tasse et la tasse sont une même entité. Ouais. Mais la tasse n'est pas une couleur et la couleur de la tasse n'est pas une tasse. Donc, elles sont contradictoires. Ouais, elles sont contradictoires. Mais deux phénomènes peuvent être contradictoires tout en étant une même entité. Ça, c'est la magie de l'épistémologie bouddhiste. Ouais, ça, on l'apprend déjà dans les bases de la philo, ouais, les bases du débat. C'est ce que dit, par exemple, Vénéra Gendamdul. Il dit que si on veut étudier la vacuité, c'est comme si, avec notre cerveau actuel, c'est comme si on voulait mettre un logiciel extrêmement sophistiqué dans un vieil ordinateur, avec un vieux disque dur. Et donc, il faut upgrade, il faut, comment dire, mettre à jour l'ordinateur lui-même. Comment est-ce qu'on fait? En lui donnant un logiciel qui lui permet de se mettre à jour. Et le logiciel qui permet ça, c'est la réflexion, c'est l'analyse, c'est les débats. C'est fait pour ça. C'est vraiment fait pour ça. C'est la perspective des débats. C'est pas pour se prendre le chou, c'est pas pour paraître intelligent, soirée de mariage, au repas de Noël, etc. C'est vraiment pour essayer de mettre à jour notre disque dur. Je sais pas si ça marcherait. C'est vrai, ça marcherait pas. De toute façon. C'est pour ça que je prends ces exemples-là, d'ailleurs. C'est c'est vraiment des exemples, des contre-exemples, d'ailleurs. Mais bon, des fois, les ordinateurs sont tellement anciens que tu n'arrives plus à mettre aucun programme, quoi. Oui, mais en fait, nous, c'est pour les ordinateurs, en effet, mais pour notre intelligence, elle peut grandir. C'est ça qui est magnifique. On peut se rendre compte grâce au débat. Et sa sainteté le dit. Il le dit que lui, grâce à quand il était plus jeune, quand il méditait sur Vajrabhairava, etc., il a vu son intelligence grandir. Donc, bien sûr, juste méditer sur une déité, bien sûr, c'est utile. Mais en réalité, ce qui fait le job, c'est l'analyse de la réflexion. Et en effet, même si nous, on a l'impression, ah ouais, non, mais les débats, c'est fait pour les personnes ordonnées, dans les monastères, etc., c'est pas fait pour nous, etc. Bien loin de là, bien loin de là. C'est vraiment fait pour tout le monde. Parce qu'il suffit juste de voir la finalité de ça. Et si on garde l'esprit actif, on est encouragé à le faire, hein. Le Bouddha nous a toujours conseillé à garder l'esprit critique. Les débats permettent justement d'actualiser ce disque dur et de faire en sorte que notre intelligence croisse. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et une fois que notre disque dur est mis à jour, le logiciel Vacuité peut très bien être conforme. Ça peut aller. Ouais. Mais encore faut-il analyser encore et encore. Donc ça, c'est un très bon exemple de voir qu'en effet, il faut analyser, développer l'esprit critique, c'est très important. OK, très bien, très bien, très bien. Et donc, on a parlé des différents objets de négation. Quand on parle de permanent, unitaire et autonome ou autosuffisant et substantiel, est-ce qu'on parle d'un soi de la personne ou d'un soi des phénomènes? De la personne, nécessairement, exactement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Ouais. Donc, permanent, unitaire et autonome. Donc, on a vu quelques réflexions par rapport à ça la dernière fois. On avait vu que c'était surtout l'Atman des non-bouddhistes. Ouais, l'Atman des non-bouddhistes, quand le Bouddha est arrivé, il était révolutionnaire.
Déjà en touchant des parias, des intouchables, en disant c'est pas la naissance qui fait qu'on est noble, ce sont nos actes. Ouais, c'est ça qui fait la noblesse, c'est pas la naissance. Donc ça, déjà, il était très révolutionnaire parce que pour les brahmanes de l'époque, c'était vraiment quelque chose de très, très chatouilleux. Et en plus, l'anatman, il est arrivé en disant il n'y a pas d'atman. Et ça, c'était aussi révolutionnaire. Ouais, donc il n'a pas hésité à être révolutionnaire. Et de toute façon, il n'a pas hésité à se conformer au réel, tout simplement. Ouais. Donc bah, forcément, les non-bouddhistes disaient il y a une personne permanente. Vous vous souvenez pourquoi? C'était quoi la raison? Pour dire que la personne est permanente pour le karma, pour la causalité karmique. C'est-à-dire que quelqu'un qui accumule un karma au cours de milliards, avant plusieurs milliards d'existences, cette personne doit éprouver les fruits du karma. Si cette personne change ou disparaît, cette personne ne peut plus éprouver les fruits karmiques. Et donc, pour ces vues-là, la personne devait être permanente. Et donc, comme ça, telle personne accumule un karma, telle même personne en éprouve les fruits. Sinon, le karma se perd pour eux. Ouais. Et donc, pour les bouddhistes, non, la personne change nécessairement, mais c'est le même continuum, c'est le continuum qui permet la causalité karmique. Le karma ne se perd pas, à moins d'être purifié. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est autre chose. Ouais. Oui, tout est exponentiel. Ouais. Ouais, c'est une loi karmique fondamentale. On avait dit que il y a le karma est certain, il y a la corrélation entre la cause et son effet. Vertueux, situation favorable, non vertueux, situation défavorable. Et on avait dit qu'il y avait aussi le karma est une grosse courge, petite graine, gros fruit. Ouais, que ce soit un fruit favorable ou défavorable, c'est le même principe. Ouais. Et aussi ne se perd pas. Et aussi, oui, on ne peut pas espérer obtenir des fruits si on n'a pas planté les causes. Donc ça, c'est vraiment les lois karmiques fondamentales. Ouais. C'est de la causalité, c'est du jardinage. Il faut jardiner pour comprendre le karma. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Ok. Après, pour ce qui est vertueux, c'est là où on avait fait à Genève, justement, on avait fait cette distinction entre karma vertueux et non vertueux. Et au sein des karmas vertueux, il y a les karmas méritoires et les karmas immuables ou invariables. Ouais, là, c'est assez différent. C'est-à-dire qu'un karma vertueux n'engendre pas nécessairement une sensation plaisante. C'est ça qu'on avait vu à Genève. On avait vu que, mais bon, je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Ok. Si? Ok, si. Si. J'ai entendu si aussi. Oui, exactement. C'est que par exemple les mondes supérieurs, la forme et le sans-forme, sont nécessairement vertueux. Ouais. Il n'y a jamais de karma non vertueux qui produit une renaissance dans la forme et le sans-forme. Et dans la forme, le quatrième niveau de la forme, il n'y a pas de sensation plaisante. Et dans le sans-forme non plus, il n'y a pas de sensation plaisante, il n'y a que des sensations neutres. Donc pourtant, ce sont des résultats de karma vertueux. Mais ça n'engendre pas de sensations plaisantes, puisqu'il n'y a pas de sensations plaisantes, il n'y a que des sensations neutres. Ouais. Donc on pourrait dire, si on a une sensation neutre, c'est nécessairement le résultat. Pardon. Si on a une sensation plaisante, c'est nécessairement le résultat d'un karma vertueux. Mais si on a un karma vertueux, il ne va pas nécessairement engendrer une sensation plaisante. Ça peut être plus. Non, pas dans le quatrième niveau de la forme et dans les quatre niveaux du sans forme, il n'y a même pas de félicité. C'est pour ça que, oui, c'est dommage. C'est dommage. Pourquoi se prendre le chou à obtenir ces niveaux-là? Bah, c'est dommage. Mais c'est expliqué comme ça, c'est-à-dire que les souffrances grossières n'existent que dans la sphère du désir. Les souffrances du changement existent dans la sphère du désir et les trois premiers niveaux de la forme. Et la souffrance la plus subtile existe dans les quatre niveaux, dans tous les niveaux, les 9 niveaux. Le désir, le niveau du désir, les quatre de la forme, les quatre du sans-forme, dans les 9 niveaux. C'est juste comme ça. C'est juste que sensation plaisante, c'est même plus grossier qu'une sensation neutre. Et comme on avait pris l'exemple de la montgolfière, si la montgolfière veut s'élever, elle doit lâcher du lest. Tout ce qui est grossier doit être abandonné. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, c'est juste des précisions qui peuvent être utiles parfois. Très bien, très bien, très bien. Et donc on a dit, il n'y a pas de personne permanente, c'est impossible. Donc c'est pourquoi, dans ce cas-là, si on considère que la personne est permanente, c'est bien en effet l'éternalisme. Ouais. Mais on peut considérer que des phénomènes permanents sont permanents. Dans ce cas-là, ce n'est pas de l'éternalisme.
Ouais, un phénomène permanent, ça existe, vous êtes d'accord? Le Bouddha n'a pas dit tout est impermanent, attention, hein. Tous les composés sont impermanents. Sarva samskara anicca. C'est très important. Tous les composés sont impermanents. Jamais il a dit sarva dharma anicca. Ouais, c'est très important. Il a dit tous les phénomènes sont vides et dénués de soi. Il n'a pas dit tout est impermanent. Ouais. Donc essayez de bien garder ça à l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a bien des phénomènes permanents. Ouais, la vacuité, les vraies cessations, les simples absences, les négations non affirmatives, certaines généralités comme existant, etc., etc., sont permanents. Ouais. Et ce n'est pas parce qu'on considère qu'un phénomène est permanent que on est éternaliste. Donc, même si en sanskrit et en tibétain, c'est takta, par exemple. Takta en tibétain, ça veut dire l'extrême de permanence. Ouais, ça veut dire l'extrême de permanence. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si vous relisez, par exemple, le chapitre 13 du Madhyamaka Shastra d'Aryanagarjuna ou le Vigraha Vyavartani, la réfutation des objections, où il dit si ça avait une existence inhérente, ce serait nécessairement permanent. Si quelque chose avait une existence inhérente, ce serait nécessairement permanent. Pourquoi? Parce que ça ne dépend de rien, pas même de cause et de conditions. Donc, si ça avait une existence inhérente, ce serait nécessairement permanent. Mais si c'est permanent, c'est pas nécessairement doué d'existence inhérente. C'est pas nécessairement de l'éternalisme que de considérer que quelque chose est permanent, si c'est vraiment permanent. Je vous embrouille ou pas? Ok. Ok. Donc, laissez tomber. Très bien. Très bien, très bien. Donc, oui, oui, si vous avez l'occasion de relire régulièrement le Madhyamaka Shastra d'Aryanagarjuna, il y a Stance du milieu par excellence. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Moi, à chaque fois, je suis halluciné de me dire, mais quel génie! Franchement. Mais, mais pourquoi pas? Oui, sur ma table de chevet, chez Camille et Pierre, il y est. Mais oui, c'est du génie. J'ai pris deux bouquins, donc c'est tranquille. C'est pas le même. Mais non, c'est juste magnifique. C'est du génie. C'est du génie. C'est. Waouh. OK. Donc, très bien. Et donc, justement, tiens, peut-être, Daniel, si tu es encore là ce soir ou demain soir ou demain après-midi, ou tu pourrais en parler de ce. Si Jean-Paul est d'accord de parler d'un programme avec Venerable Jumpel Oui, bien sûr, on peut en sur la discuter, là. vacuité, Ouais, justement, sur la vacuité. Donc, ouais, Ah oui, c'est sûr. merci, exact. Oui, oui, tout à Ouais. fait. Et Bon, comme on avait fait l'annonce, mais on peut en rediscuter, ouais, hein. ce serait une très bonne idée. Ouais, ouais. Euh, oui, c'est vrai que j'avais oublié que tu avais pas posté l'annonce. Oui, exact. Très bien. Donc, on pourra en reparler. Et donc, en effet, c'est la base de la voie médiane, d'ailleurs, hein, ce texte-là. Hein, c'est le traité racine de la voie médiane. Et donc, c'est là-dessus que tout le monde s'appuie. C'est vraiment, c'est du génie. C'est juste génial. Et bien sûr, c'est là qu'on voit plusieurs raisonnements. Donc, j'ai des diapos, on essaiera de voir ces différents raisonnements. Je vous ai envoyé un papier où il y a les différents raisonnements de la voie médiane, je me souviens. Je vous ai envoyé le papier. OK, mais on pourra le revoir ensemble. Justement, c'est fait pour ce week-end ici. Ouais, parce que la dernière fois, on a parlé justement d'une manière un peu générale et ensuite, on va essayer d'entrer dans les raisonnements. Parce que comme on disait tout à l'heure, on a besoin de méditer sur la vacuité, mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Ouais, on est là, on essaie de méditer sur la vacuité, méditation éthique, ok, mais sur quoi par quoi je dois commencer? Ouais. Donc, automatiquement, il faut d'abord commencer par l'objet de négation, comprendre ce que l'on recherche. Ouais. Si on ne sait pas ce que l'on recherche, c'est impossible de savoir si ça existe ou pas. Donc, il faut savoir ce que l'on recherche. Ouais. Est-ce que quand on essaie de méditer sur la vacuité, euh, ah, tu n'as pas reçu, Maria? Ok. Ouais, ok, donc c'était peut-être sur le site. Ouais, non, c'était peut-être sur Ganondorpa, Martini. Ok, mais c'est pas grave, je vous le renverrai. Moi, je n'ai pas reçu non plus. Non plus? D'accord. Non. C'est pas quoi? Non, c'est pas sur les débats. Non, non, non. Non, c'est sur un WhatsApp, mais peut-être c'est passé. C'est pas Je grave. vais voir, je vais regarder où c'est passé si je trouve. Je vais regarder ça. Ouais, ouais, c'est pas grave. Sinon, de toute façon, je l'ai ici, là, on pourra le regarder.
peut-être après la pause. Là, c'est simplement pour essayer de reparler un petit peu de ce qu'on a dit dernièrement. Et donc, en effet, il faut d'abord connaître l'objet de négation. Et il y a plusieurs objets de négation. C'est pourquoi on a dit à une personne, on peut saisir la personne comme étant permanente, unitaire et autonome. C'est tout à fait possible. C'est pour les prasangika philosophiquement acquis, nécessairement. C'est-à-dire qu'aucun bébé, aucun animal ne va se dire mon soi est séparé de mes agrégats. Mon soi est une entité différente des agrégats. Ouais, donc c'est pourquoi dans ce magnifique texte qui s'appelle, comment il s'appelle, le texte bleu qui est juste derrière toi, Sébastien, le livre bleu que j'avais emprunté. Ouais, le premier étage en bas est tout à fait à droite. C'est un transcrit bleu. Non, en bas, juste en dessous. En dessous, ouais. Ouais. Oui, tu vois. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui, non, pas celui-là. Ah, voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, ce magnifique transcrit de Geshe-Dreyfus, qui est hélas plus publié, mais on pourrait suggérer, supplier les éditions Mahayana de refaire une publication, et aussi des deux vérités selon les quatre écoles, bien sûr, tant qu'à faire. Ce serait vraiment super. Donc, ça s'appelle La vacuité selon l'école Madhyamika, et présentation des autres écoles, c'est juste magnifique. Et donc, justement, dedans, il dit ça, il dit le moi, parce qu'il ne parle pas trop de vocabulaire, mais la façon dont il parle, c'est juste magnifique. Où il dit, en effet, le moi séparé. Il parle du moi séparé au début. Le moi séparé, ça veut dire le moi permanent, unitaire et autonome. Ça veut dire que, est-ce que les agrégats sont permanents? Non. Est-ce que les agrégats sont unitaires? Non. Est-ce qu'ils sont autonomes, indépendants? Non. Et donc, si le soi était permanent, unitaire, autonome, il serait d'une nature séparée des agrégats. C'est comme si l'âme flottait quelque part dans le ciel, etc. Vous vous souvenez de l'image qu'on avait prise là? C'était une photo sur les diaporamas avec la personne et comme une colombe dans le ciel, comme si son âme flottait dans le ciel, séparée des agrégats. Ouais, vous êtes d'accord? Si vraiment le soi était permanent, unitaire, autonome, alors que les agrégats ne le sont pas du tout, c'est comme si la personne était séparée des agrégats, était une entité séparée des agrégats. Et ça, aucun animal, aucun bébé ne saisit cela. Il faut mettre le nez dans des bouquins de philo. Il faut entendre un enseignement là-dessus. Il faut se poser des questions, se dire, tiens, comment est-ce que j'existe, etc. Mais vraiment de manière sophistiquée. C'est pourquoi, pour les Prasangika, cette saisie d'un soi permanent, unitaire et autonome est nécessairement philosophiquement acquise. Elle n'est jamais innée. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Et ensuite, on avait parlé de saisie d'un soi inné. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu plus complexe. Je me souviens que c'était un petit peu embrouillé, ce vocabulaire, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler de ça. Mais là encore, si on n'a pas étudié les débats selon les vues Sautre Antika, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut passer du temps là-dessus. Il faut passer du temps là-dessus. Mais la façon dont Geshe-Dreyfus en parle, il dit tout simplement le soi qui est le chef des agrégats. C'est une très bonne façon de parler de ça. Le contrôleur des agrégats, le soi qui serait le contrôleur des agrégats. C'est une très bonne façon d'en parler. Ouais. Donc, ce serait un soi autosuffisant et substantiel. Ouais. Autosuffisant et substantiel. Et on avait dit dernièrement, justement, que substantiel, il y a beaucoup de sens différents en philosophie. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Il y a, par exemple, Chankya Rinpoche Dorje, très, très grand maître du XVIIIe siècle, certainement, de l'époque classique de la philosophie indo-tibétaine, qui parle de plusieurs sens de substantiel. Et là, il avait composé un dictionnaire, et je crois qu'il donne au moins 6 sens de substantiel, d'existence substantielle en philosophie bouddhiste. Donc, il ne faut pas se laisser tromper par le mot substantiel. Ça peut être très, très différent d'un contexte à l'autre. Ouais, ok. Très bien. Par exemple, si vous étudiez les écoles philosophiques, les Vaibhashika considèrent qu'une vérité ultime est un existant substantiel, mais que tous les existants sont établis substantiellement. Donc, c'est très différent, sont établis substantiellement, mais que les vérités ultimes existent substantiellement. Donc, c'est très, très différent, c'est très, très précis. Donc, mettez ça de côté. Très bien. Et donc, la plupart du sens qui est donné dans substantiel, ça veut dire substantiel, appréhensible de manière autosuffisante. Ça veut dire que si vous observez la tasse, est-ce que vous avez besoin de passer par autre chose que la tasse pour voir la tasse?
Non, vous observez la tasse et c'est tout. Par contre, l'impermanence de la tasse ou la durée de la tasse, comment est-ce que vous faites pour percevoir le temps, par exemple? On regarde une montre. Est-ce qu'une montre, c'est du temps? Non, donc ce sont des natures différentes. Pour observer un phénomène, si pour observer un phénomène, on a besoin d'observer un autre phénomène que celui-ci, ce n'est pas un existant substantiel, c'est un existant imputé. C'est ça que ça veut dire en philosophie bouddhiste en général. Ouais. Le temps n'est pas de la matière. Ouais. Le temps n'est pas de la conscience, mais il est impermanent. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir le voir directement. Mais on le voit directement en passant par autre chose que ce qui est lui. Donc ce n'est pas un existant substantiel. C'est ça que ça veut dire, ouais. Ça vous parle? Oui. Tu veux dire si c'est un existant substantiel? Oui, exactement. Sans passer par autre chose. Par exemple, le visage. Tu vois le visage, tu n'as pas besoin de passer par autre chose que le visage. Mais la personne qui est impermanente, mais qui n'est pas son visage, qui n'est pas son corps, comment est-ce qu'on fait pour voir une personne? En voyant son visage ou en entendant sa voix. Ouais, on entend la personne parce qu'on entend sa voix. Et donc, on passe par autre chose qu'elle-même. Donc, si la personne est un existant imputé, mais nécessairement pas un existant substantiel. Ça, c'est très, très important. Et Spider-Man, Et Spider-Man, c'est un existant imputé, hein. en fait, Spider-Man, c'est une simple imputation, on pourrait dire. C'est plus qu'un existant imputé, c'est une simple imputation conceptuelle. C'est un simple imaginaire. Ouais, c'est un événement culturel. À la rigueur, en tant qu'événement culturel, il existe. Ouais, il existe, etc. Il est impermanent, etc. Mais en tant que personne qui mange, qui projette du fil, etc., là, c'est totalement non existant. Ouais. Mais ça, c'est très utile. Moi, j'ai remarqué, malgré tout, c'est très utile de parler de certains événements culturels comme Tintin, Astérix, Spider-Man, etc., les Avengers. Non seulement parce qu'il y a plein d'effets spéciaux, mais, mais aussi parce qu'on se pose la question jusqu'à quel point ils existent. Ouais, jusqu'à quel point le Père Noël existe. Jusqu'à quel point le Père Fouettard existe, etc. Jusqu'à quel point Astérix existe. Exactement. Dans l'imaginaire, exactement. Et pour les Prasangika, c'est presque ça. Tous les phénomènes sont presque comme ça, existant dans l'imaginaire, presque comme ça. Pas tout à fait, parce qu'ils ne sont pas de simples illusions, mais existent comme des illusions. Donc c'est très utile. Ouais. Et là encore, on peut l'approcher quand on étudie le Sautrantika. Pour les Sautrantika, les permanents sont des vérités conventionnelles, sont des existences simplement imputées par une conscience conceptuelle. Si on comprend ça, on peut l'appliquer pour le Prasangika à tous les phénomènes. Et c'est pour ça que c'est utile de comprendre le Sautrantika et c'est utile d'avoir cette approche des différentes écoles. C'est pas vraiment pour briller en société, c'est pas pour se la raconter pendant les repas de mariage, etc. C'est vraiment pour essayer d'y voir plus clair. Ok, très bien, très bien. Et donc, on a dit, la personne n'est pas un autosuffisant et substantiel, mais on pourrait dire en effet que les agrégats sont des phénomènes appréhensibles de manière substantielle, de manière autosuffisante et substantielle. On peut le dire comme ça. Ouais. Et Venerable Geshe Gyaltsen le dit aussi pour les prasangika. Pour les prasangika, même si c'est très, très, ça choque, ça peut choquer même certains autres geshes d'entendre ça. Ils disent non, 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 il n'y a pas d'existence substantielle parce que dans ce cas-là, ils comprennent il n'y a pas d'existence véritable substantielle, parce que existence véritable et existence substantielle, pour eux, c'est la même chose. Et en effet, les Prasangika réfutent l'existence véritable. Et donc, ce type d'existence substantielle, c'est juste magnifique. Si vous lisez, par exemple, Appearing and Empty de Sa Sainteté Dalai Lama avec la Vénérable Tuten Chögyön, il y a ne serait-ce que même lire, ne serait-ce que les notes, rien que ça peut être très, très précieux, très utile. Ne serait-ce que les notes elles-mêmes, en plus du texte, bien sûr. C'est juste exceptionnel. OK, donc mettez ça de côté. Mais il faut simplement comprendre que la personne n'est pas le contrôleur des agrégats. Ouais, la dernière fois, on avait dit la personne pense parce que son esprit pense. La personne est assise parce que son corps est assis. Tout simplement. Ouais, il n'y a pas une personne en plus de tout ça. C'est juste que la personne est désignée en dépendance de tout ça. Donc, c'est très pratique. On n'a pas besoin de dire, tiens, il y a les agrégats de Jimpa qui sont assis sur un coussin, etc. On peut simplement dire, Jimpa est assis. Pourquoi? Parce que son corps est assis, tout simplement. Ouais, on peut dire que quelqu'un étudie parce que son esprit étudie. On peut dire que quelqu'un dort parce que son esprit dort. Tout simplement.
Ouais, il n'y a pas quelque chose de séparé ou quelqu'un qui déciderait que, tiens, je vais dire que mon esprit pense. Non, je pense parce que mon esprit pense, tout simplement. Oui, exactement. Nous, on a l'impression, à cause de cette saisie innée, que la personne est plus importante que les agrégats. Ouais, comme le pilote dans l'avion. Le pilote dans l'avion est nécessairement plus important que les passagers. Si les passagers sautent en parachute, tout va bien, le pilote peut quand même atterrir. Mais si c'est le passager si vous voyez le passager Le pilote. arriver avec son parachute sur le dos, vous allez vous dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Donc, on dépend plus du pilote que le pilote dépend des passagers. Et vraiment, le but de prendre cette décision, pas la conscience qui prend cette décision, le dessus, simplement. Mais en fait, le jeu ne peut même pas suivre ce que l'esprit fait, en fait. Il le fait automatiquement pendant que l'esprit le fait. Puisque le jeu est simplement imputé en dépendance. Alors, pour les non-prasangika, le jeu est imputé. Ils ne vont pas dire simplement imputé. Hein, là, il y a encore une nuance. Ils vont dire, il y a une nuance. Quand on dit l'opposé d'existant substantiel, c'est existant imputé. Ouais, ok. Donc, ça veut dire que la personne est un existant imputé. Voilà, la définition d'une personne, c'est un individu imputé en dépendance de tout ou partie de ses agrégats. Donc, c'est imputé. Ça veut dire que ce n'est pas un existant substantiel. Ça veut dire que ce n'est pas ce qui contrôle les agrégats. Mais la personne agit en temps réel au moment où les agrégats agissent. Ni avant, ni après. Prendre cette décision, par exemple, de faire ici, de qu'être voulu. Oui, mais c'est ton esprit qui décide en dépendance de tes graines, en dépendance de tes conceptualisations, en dépendance de plein de trucs. Pas vraiment Pourquoi ce ne serait pas du libre arbitre? nous l'arbitre. Oui, mais ce n'est pas du déterminisme absolu non plus. Le déterminisme est autant un extrême que le hasard. Ouais, ça veut dire qu'on a une marge de manœuvre. On n'a pas un libre arbitre avec un grand L. Je ne peux pas voler dans le ciel, je ne peux pas faire en sorte qu'il y ait la paix dans le monde immédiatement, etc. Donc j'ai des limitations. Mais j'ai quand même le choix, est-ce que je vais méditer ou pas? Est-ce que je vais faire attention à mon esprit ou pas? C'est quand même la liberté. Tiens, Mm. du coup, ça veut dire que ça dépend des mérites passés qui vont avancer la méditation, Aussi. qui doivent amener ça. Et dans ce cas-là, c'est un libre arbitre. Pourquoi il n'y aurait pas de libre arbitre? Parce que ça dépend de ce que je veux faire. Ah, ça dépend. Et j'ai pas envie. Ça dépend, mais pas que de ça. Ça dépend aussi, tu peux faire des choix raisonnés. Tu peux aussi te dire, mais c'est intéressant de se poser ces questions. Moi, plein de fois, je me suis posé ces questions-là aussi. Si par exemple, je décide de prendre la tasse pour boire du thé, est-ce que c'est moi qui décide ou pas? Ou est-ce que des fois, je marque un temps d'arrêt? Enfin, ça m'est arrivé par le passé de marquer un temps d'arrêt pour voir est-ce que c'est mon attachement qui décide, mon intention qui décide ou si c'est moi. Mais en réalité, il n'y a pas de moi qui déciderait puisque c'est ton moi est désigné en dépendance de tes agrégats. Et l'intention fait partie des agrégats. D'où vient l'intention. Et donc, d'où vient l'intention? Mais en fait, il y a pas, c'est ça qui est intéressant, ouais, de se poser ces questions-là, c'est qu'il n'y a pas une personne qui contrôlerait tout ça. Ça veut dire que la personne a l'intention parce qu'elle a l'intention de faire quelque chose, tout simplement parce qu'une intention précise germe dans son esprit. Et c'est très commode pour nous de dire, bah, cette personne a une intention particulière. C'est très commode, mais en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'il y a une intention particulière dans son esprit. Non? Oui. Et alors, on remonte sur la question. Mm. Le bouddhisme, bon, le terme libre arbitre, C'est possible. mais il ne veut rien dire. Il est possible, il est tout à fait possible. Dans Samsara Nirvana and Buddha Nature, Sassante en parle, ouais. Il en parle justement, où il pose la question avec la nature de Bouddha, justement. C'est cette nature de Bouddha, c'est comme comme ce qui permettait justement cette possibilité de changer les choses, de s'améliorer, de prendre en compte tel ou tel type de fait et d'agir en fonction de ces faits. Oui, mais c'est quoi qui C'est le prend fait cette que décision? Puisque si c'est l'intention, si c'est le... ben, c'est la personne qui est désignée dépendant de son esprit qui a cette intention-là. Il y a pas, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand nous on dit mon esprit, mon corps, etc., c'est une convention très, très pratique pour dire qu'en effet, la personne existe, mais elle est désignée en dépendance de tout ça. Il n'y a pas vraiment de contrôleur. Ça veut dire que quand on dit oui,
quand on dit le libre arbitre, il faudrait qu'il y ait un contrôleur qui soit là, qui décide, Un etc. arbitre, justement. Oui, exactement. Et, Condition de et justement, cet arbitre existe, mais il est simple, il est désigné en dépendance de ces agrégats. Il n'est pas le contrôleur dans le sens où moi, je déciderai de penser à quelque chose avant même d'y penser. Ben non, je suis en train d'y penser. Donc, c'est déjà mon esprit qui est en train de penser à quelque chose. Et moi, je ne fais que penser parce que mon esprit est en train de penser, Mais tous les agrégats sont dépendants de causes et conditions. nécessairement. Donc, comme tu disais, donc ça veut dire que tout est dépendant de causes et conditions. Tout ce qui est impermanent. Donc, ce qui veut dire que comme il n'y a pas de libre arbitre, puisque tout est dépendant. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que l'esprit lui-même, il est vide d'existence inhérente. Et donc, c'est pourquoi, justement, il y a cette possibilité pour l'esprit de pouvoir décider, de ne pas se laisser nécessairement aller à des impulsions issues du passé. Pas nécessairement. Ça veut dire qu'on a malgré tout une marge de manœuvre. On a quand même un espace intérieur qui nous permet de dire, tiens, est-ce que je vais saisir la tasse maintenant ou est-ce que je peux attendre 5 minutes? Mais c'est quand même grâce au fait que l'esprit soit vide d'existence inhérente. Il n'y a pas de déterminisme absolu. Tout ce qu'on est en train de dire là n'est pas prédéterminé. Sinon, on n'aurait aucun choix. Sinon, il n'y aurait aucun choix. Si c'était le déterminisme absolu et si c'était le hasard non plus, il n'y aurait aucun choix possible de toute façon. C'est pourquoi c'est un ensemble des deux. C'est un juste milieu entre les deux. Exactement. Il y a des causes et conditions de toute façon. J'ai des impulsions, j'ai des graines dans mon esprit, etc. Il suffit il y a une imprimante qui marche pas dans le coin, etc., que je veuille imprimer un truc, et clac, la colère arrive. Donc ça, je suis dépendant de ça, mais il y a aussi la possibilité de travailler là-dessus et de s'améliorer. Il y a tout ça. C'est un libre arbitre limité. C'est un libre arbitre limité. Ah, ça, c'est sûr. Sinon, on claquerait des doigts, on dirait, ça y est, il y a la paix dans le monde, ça y est, je suis Bouddha. Ça serait génial, ça serait super. Non? Donc, c'est un mélange entre des causes. Et c'est ce que dit le Bodhisattva Shantideva dans le chapitre 6. Hein. Il dit quand il y a quelqu'un qui vous titille, etc., c'est un ensemble de causes et de conditions qui agit sur un ensemble de causes et de conditions. Mais au milieu de tout ça, il y a la possibilité de modifier certaines causes et conditions pour obtenir certains effets. Heureusement. Ouais. Oui, oui, exactement. Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est vraiment jouer sur nos facteurs mentaux et de faire le tri. C'est pour ça que d'ailleurs, on sélectionne 51 facteurs mentaux. On en a une infinité, mais 51 en particulier qui sont très utiles pour le développement vers le nirvana et l'éveil. Exactement. Et on peut insister sur certains, développer certaines intentions saines, etc. Et ça, on peut. Alors, bien sûr, on dit je décide de méditer, je décide, mais en réalité, c'est notre esprit qui décide. Et notre personne le fait parce qu'elle n'est pas séparée de tout ça, elle est désignée indépendante de tout ça. C'est magnifique, ça. Mais là encore, attention, ce n'est pas l'absence d'existence inhérente, ce n'est que l'absence de soi suffisant et substantielle. Mais, comme dit sa sainteté, la plupart de nos afflictions sont générées par cette saisie d'un soi autosuffisant substantiel. Ce sont des afflictions grossières. Et tant qu'on n'aura pas fait le tri, tant qu'on n'aura pas commencé à réduire la voilure vis-à-vis de cette saisie d'un soi autosuffisant substantiel, comment est-ce qu'on pourra essayer de se préoccuper de ce qui est beaucoup plus subtil, la saisie d'un soi inhérent? Donc, il faut commencer par comprendre ça, cette saisie de soi autosuffisant substantiel, comprendre cette notion, et pour s'en départir, pour essayer déjà d'être plus cool, d'être moins dans les afflictions, etc. Grossière, c'est déjà énorme, c'est déjà un peu des vacances. Et jusqu'à un jour où on pourra se préoccuper du soi inhérent et de la saisie du soi inhérent et l'éliminer, etc., etc., etc. Ouais, L'autodétermination, il n'est pas son problème c'est contaminé, oui, actuellement. oui, oui, exactement. C'est seulement au moment où Ouais. Alors, ouais, c'est une question difficile parce que le karma, le terme technique du karma, c'est quoi? C'est le facteur mental intention. Et ce facteur mental, il est omniprésent. Il est même dans le continuum d'un Bouddha. Donc même le Bouddha a du karma. Est-ce qu'il accumule du karma? Là, c'est différent. Mais il a du karma parce qu'il agit, son esprit agit. C'est karma, c'est la racine de karma, c'est action. Et c'est une action surtout mentale. Même si chez les prasangika, il y a aussi les actions voulues, le karma voulu, qui peut être physique et verbal, mais c'est surtout le karma intentionnel, c'est l'intention elle-même. Et comme c'est omniprésent, c'est là tout le temps. Donc ça veut dire que notre esprit agit, mais c'est pas nécessairement un karma, comment dire, c'est pas dès l'instant où on a un facteur mental, l'intention dans l'esprit, puisque c'est toujours le cas de toute façon, même quand on dort,
ce n'est pas pour autant qu'on accumule un karma. C'est-à-dire que juste par exemple, que mon esprit se dirige vers cette tanka plutôt qu'une autre, c'est le facteur mental intention qui dirige l'esprit vers ceci ou cela. Mais ça ne veut pas dire que j'accumule un karma à chaque fois qu'il y a ce facteur mental intention. Ouais. Moi, cette question, parce que la personne en situation médicale, Oui. la mention de lui, Oui, qui prône l'effort l'autodétermination, oui, bah, tout à fait. en fait, c'est des débats incroyables C'est très complexe. qui sont importants. Hein. Mmh. D'un côté, avec le regard que j'essaie de porter maintenant avec cet aspect-là, de toute façon, c'est complètement illusoire de finir par une liberté de Total. Ouais, il y a un libre arbitre. qui peut des personnes handicapées. Ouais. Pour les personnes handicapées, c'est plus complexe, beaucoup plus complexe. Parce que justement, le facteur mental d'identification est beaucoup plus fragile. Il est là, nécessairement, mais pas nécessairement le plus manifeste. Donc, quand il n'y a pas ce facteur mental d'identification qui est plus marqué, sans l'identification, c'est compliqué d'avoir une intention correcte, une intention juste. Il faut que tout ça fonctionne correctement. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. Et c'est pour ça que l'autodétermination d'une personne est débattue. Parce que la personne peut très bien avoir envie de, je ne sais pas, manger un truc, et ça va être extrêmement dommageable pour sa santé. Mais la personne a l'intention de faire ça. Donc, qui décide? Est-ce que, bah non, tu n'as pas le droit à ce gâteau parce que ça peut te donner une montée de tension, voire même un AVC ou je ne sais quoi, hein. Qui décide, qui ne décide pas? C'est très complexe. On essaie de faire au mieux, on essaie d'avoir une bonne motivation, d'être un peu psychologue, j'imagine, hein, quand on travaille dans les milieux prosociaux comme tu le fais. On n'est plus psychologue, on est plus attentif, il y a plus d'ocytocine, et donc on regarde plus les gens, et donc on est plus attentif aux micro-expressions. Mais ces micro-expressions peuvent être biaisées à cause de cette identification plus vulnérable. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. On essaie de faire au mieux. On essaie de faire au mieux. Ok, ouais, très bien. Très bien, très bien. Donc, certifier l'objet de négation, savoir ce que l'on cherche. Est-ce que je suis en train de méditer sur un non-soi grossier ou est-ce que je suis en train de méditer sur un non-soi subtil? Comment est-ce que vous le savez? Hein, il faut le définir avant. Exactement. Il faut savoir ce que l'on cherche. Est-ce que j'essaie de méditer sur le non-soi grossier, très très grossier, donc pas de personne permanente, unitaire et autonome, etc. Ou alors, est-ce que je suis en train de méditer sur le soi autosuffisant substantiel? Qu'aurait la tête du voleur s'il était là? Ouais, s'il y avait un cambrioleur chez nous, quelle tête il aurait? Par exemple, dans les Agatha Christie, etc. Si l'assassin était là, quelle tête aurait-il? Et donc, c'est tout le boulot de l'investigateur, c'est de chercher des indices. Ouais. Et donc, bien sûr, quand tout ça s'est un petit peu mêlé dans notre esprit, ouais, on a du mal à faire le tri. Mais en général, la plupart du temps, quand c'est inné, parce que la saisie d'un soi autosuffisant substantiel peut être innée et acquise, d'après Conquer Jamun Shepard. Ouais, si vous lisez Meditation on Emptiness, par exemple, de Jeff Hopkins, il y a cette mention-là. Ouais. Donc, il faut là aussi faire attention. Est-ce que c'est un soi autosuffisant substantiel qui serait d'une nature différente des agrégats ou est-ce il aurait la même nature que les agrégats? C'est là qu'il y a une distinction entre l'inné et l'acquis. Ouais. Ou l'acquis et l'inné. Ouais. OK. Et comme dit Sainte aussi, il dit que pour les afflictions grossières, celles qui sont issues de la saisie grossière d'un soi autosuffisant substantiel, la saisie existe avant l'affliction, l'autre affliction. Ouais, la saisie d'un soi autosuffisant substantiel est la cause d'une colère qui est produite en dépendance de ça. Ils ne coexistent pas dans l'esprit parce qu'ils n'ont pas le même mode d'appréhension. Ouais, c'est ce que dit Sainte dans Appearing and Empty. Euh, Non, peut-être dans Samsara, Nirvana and Buddha Nature. Et donc, oui, quand il parle des afflictions, il dit qu'en effet, il y a cette distinction-là. Ça veut dire que la saisie d'un soi autosuffisant substantiel va être la cause d'une autre affliction, d'une colère, d'un orgueil, d'un attachement, etc. Ouais. Mais quand il s'agit de la saisie la plus subtile, la saisie d'existence inhérente, et la colère qui est produite par elle, elles coexistent, parce que c'est le même mode d'appréhension. C'est saisir l'existence inhérente de la personne, de ses qualités réelles ou supposées, de ses défauts, etc., etc. Donc ça, c'est important de voir cette distinction-là. Ok. La saisie grossière, c'est celle qui est liée à l'ignorance des mouvements.
Alors, l'ignorance des 12 liens, en fait, la saisie d'existence inhérente, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'il y a d'abord la saisie d'existence inhérente des agrégats, ça va engendrer une saisie d'existence inhérente de la personne, et cette saisie d'existence inhérente de la personne va engendrer à son tour une saisie d'un soi autosuffisante et substantielle. Et en général, c'est surtout la plus directe qui va être le premier des 12 liens. Mais la saisie d'un soi inhérent est aussi la racine du samsara, et en particulier la racine du samsara. Parce que pour les prasangika, par exemple, il peut très bien avoir en fait, une personne mondaine peut réaliser le non-soi grossier, l'absence d'un soi autosuffisant et substantiel. Une personne mondaine peut avoir une réalisation yogique de ce non-soi grossier. Ce n'est pas encore un arya, et cette personne n'est pas encore débarrassée des 12 liens. Donc c'est pourquoi c'est la saisie d'existence inhérente qui est le premier des 12 liens. Non? Oui, nécessairement. Nécessairement, parce que la saisie d'un soi, vous vous souvenez, c'est comme la tumeur grossière, c'est la partie très grossière de la tumeur, la saisie d'un soi autosuffisant substantiel. Il faut retirer exactement ce qu'il faut retirer pour être débarrassé. L'ignorance est une saisie subtile, bah, c'est la saisie d'existence inhérente. C'est celle-là qui est subtile, non? La saisie d'un soi autosuffisant substantiel, c'est grossier. Même une personne mondaine, comme moi, peut très bien réaliser ce non-soi-là. Il n'y a pas besoin de la vacuité pour ça. Il y a besoin de la vacuité pour éliminer les graines de cette saisie-là. Mais pour éliminer cette saisie manifeste, il n'y a pas besoin de la sagesse de la vacuité. C'est pourquoi la sagesse de la vacuité va plus loin que ça. Elle va plus loin que les chittamatras, les sois tantrika, les vaibhashika, les sois tantrika, nécessairement. Ok, c'est peut-être un petit peu trop compliqué, non? Ok, donc laissez tomber. Tout ce qui est compliqué, laissez tomber. Ok, on va parler bodhicitta. Ça, c'est facile à comprendre, difficile à mettre en pratique. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et donc, en effet, il faut savoir quelle tête aurait cet objet de négation s'il existait. Mais comment est-ce qu'on s'apparaît à soi-même quand on est dans la colère, quand on est dans la jalousie, quand on est sur le point de perdre son existence, quand on est sur, par exemple, je ne sais pas moi, quand on est au bord d'un précipice, quand on est sur un toit et qu'on ne sait pas, et qu'on a un peu le vertige, etc., qu'on a peur de mourir. Ouais, il y a une saisie très forte de nous-mêmes. Observez comment ce soi nous apparaît. C'est très important. Il faut commencer par ça. Sinon, sa sainteté dit on peut deviser pendant des heures et des heures sur la vacuité, etc. On ne va pas bouger quoi que ce soit, un iota dans notre saisie. Donc, il faut vraiment savoir, à titre expérientiel, vraiment à quoi ressemble cette saisie du choix. Ouais, quand on a peur, quand on est en colère, dans la jalousie, dans l'orgueil, dans l'attachement, etc., etc. C'est très important. Ouais. OK. Et donc, que voudrait dire l'existence inhérente si elle existait? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Oui, oui, oui. Autosuffisant, ça veut dire que la personne serait moins dépendante des agrégats que les agrégats dépendent d'elle. Ouais. C'est corrélé. C'est corrélé parce que un existant substantiel, selon ce sens-là, ça veut dire qu'en effet, c'est comme si on pouvait voir la personne sans avoir besoin de passer par ses agrégats. Or, on est obligé de passer par ces agrégats. Ouais. Il n'y a pas une grande différence, c'est très similaire. C'est très similaire, sauf qu'en effet, c'est juste par rapport à l'aspect technique du vocabulaire. Oui, c'est pour l'aspect technique du vocabulaire, c'est que on pourrait très bien accepter pour les Pasangika qu'une tasse, c'est un existant substantiel appréhensible de manière autosuffisante. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de passer par autre chose que la tasse, on voit de la forme et ça suffit. Ouais. Ouais, la tasse n'est pas un existant imputé. Mais au niveau grossier, ça veut dire comment est-ce qu'elle nous apparaît. Pour les Pasangika, la tasse est un existant simplement imputé. De toute façon, tout ce qui existe est simplement imputé. Mais il y a quand même, les Pasangika font quand même cette distinction des soi grossiers et subtils de la personne. Et donc, ils sont obligés d'accepter que la personne est un existant imputé et en plus est un existant simplement imputé. Alors que les agrégats sont des existants substantiels, autosuffisants et substantiels. Pardon, pas autosuffisant substantiel. Substantiel appréhensible de manière autosuffisante, c'est autre chose. C'est Rankyadzin Tupedzeyo en tibétain. C'est pas Rankyad Tupedzeyo, c'est Rankyadzin Tupedzeyo. C'est très différent. Il y a une différence terminologique. Et malgré tout, même si la tasse ou les agrégats sont appréhensibles de manière autosuffisante et substantielle, parce qu'il n'y a pas besoin de passer par autre chose pour les appréhender, ils ont de toute façon une existence simplement imputée.
de toute façon. Ouais, donc, ils n'ont pas d'existence substantielle au sens d'existence véritable. Dans ce cas-là, existence substantielle, existence véritable, c'est le même objet de négation. C'est très, très intéressant, mais c'est très compliqué aussi. Hein? Ceux qui suivent la voie des Arabes, ils se libèrent. Finalement, ils réalisent le non-soi inhérent. C'est bien la saisie inhérente qui radique sans savoir. S'ils arrivent à se libérer, c'est qu'ils ont touché l'inhérent. Oui, ils doivent réaliser plus que ce qu'ils étudient. Nécessairement. Sinon, ce sont des arias. Sinon, ce n'est pas des arias du tout. C'est impossible. Ouais, ce sont on les appelle techniquement, par exemple, dans le 9e chapitre du Bodhisattva Shantideva, ouais, des arhats de l'Abhidharma. Les arhats de l'Abhidharma ont éliminé un niveau grossier de saisie du soi, donc le soi autosuffisant substantiel, et donc les afflictions qui sont produites par ça. Ils ont éliminé que ça. Ils n'ont pas éliminé la vraie tumeur à la racine. Ils ont éliminé que l'aspect superficiel. Et donc, ils ne peuvent pas prétendre être des arias. Ils sont obligés de réaliser la vacuité prasangika, nécessairement. Sinon, il reste une saisie particulière, ouais, très subtile. Ok, très bien, très bien, très bien. Est-ce que vous avez besoin d'une pause ou pas? Oui. Oui, ok. Une pause et on revient après. Et on va essayer de revoir un petit peu justement ces différents... hein, quoi? Exactement, mais justement, si on veut pratiquer, moi je vais méditer sur la vacuité, etc., mais qu'on n'a pas étudié, on ne sait même pas sur quoi méditer, on risque de passer des heures, des années, des siècles à méditer sur un type d'absence qui n'a rien à voir avec la saisie. Et donc, il faut vraiment employer un état d'esprit qui est directement antinomique à la façon dont notre ignorance nous appréhende nous-mêmes et appréhende les autres, etc. Il faut un état d'esprit antinomique, directement antinomique. C'est le même principe que la dernière fois quand on parlait de l'enfant qui n'arrive pas à s'endormir parce qu'il est persuadé qu'il y a un monstre sous son lit. Si on lui dit, bah, il n'y a pas d'éléphant par la fenêtre, il n'y a pas d'éléphant dans le jardin, regarde par la fenêtre, il n'y a pas d'éléphant dans le jardin, est-ce que ça va éliminer sa peur du monstre sous son lit? Rien du tout, ça ne va pas changer quoi que ce soit. Parce que son observation ne va pas être directement antinomique. Qu'est-ce qu'il doit faire pour éliminer sa peur du monstre sous son lit? Regarder sous le lit et constater l'absence pure et simple du monstre sous son lit. Il n'y a que ça qui va éliminer sa peur. Et pour la vacuité, c'est exactement le même principe. Ok, à tout à l'heure, merci. Dans 7 minutes, comme À tout d'habitude. à l'heure. Merci. D'accord, merci. Ok, très bien. Et donc, on essaie de se poser la question, quelle tête aurait le cambrioleur s'il était chez nous? Ouais, parce que il aurait une sale tête. Parce que si par exemple, imaginons qu'on arrive ici et qu'on se dise, tiens, est-ce que, par exemple, qui par exemple? Ok, tiens, est-ce que Hélène est là? Est-ce que Hélène est là? Est-ce que on fait l'appel par exemple? Est-ce que Hélène est là? Est-ce que vous avez vu Hélène? Non, laquelle? Comment on peut dire non? Ah bah oui, si on connaît tous les gens ici et qu'il n'y a pas de personne nouvelle, c'est qu'on est sûr que... Ok, mais quand on arrive dans un groupe qu'on ne connaît pas, si on ne connaît pas, on ne va pas savoir. Donc on est obligé de savoir quelle tête a Hélène pour dire, ah ben non, tiens, elle n'est pas là. C'est obligatoire, ouais. Donc c'est très très important de faire le même principe, de faire cette méthodologie pour la vacuité. Quelle tête aurait le soi inhérent s'il existait? Ouais. Et donc ça voudrait dire quoi, un soi inhérent? Ça voudrait dire, ce serait l'opposé d'un soi simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle. Pour les personnes geekas, c'est surtout par une conscience conceptuelle. Oui, ok, ça veut dire que il faut essayer de voir qu'il y a une distinction entre la base imputation et le phénomène imputé. Ça, c'est très important. Il faut commencer par ça. Si vous lisez par exemple Realizing Emptiness de Gen Lamrimpa, il parle de ça aussi, ouais, le phénomène imputé et la base imputation. Ok, je rajoute ce texte-là et normalement sur le texte que je vous ai envoyé, il y a une petite bibliographie très abrégée, mais il y a énormément de matériel qui est disponible. Donc, il ne faut pas se priver, faut pas se priver de ça. C'est tellement précieux. De relire, oui, tout à fait. Exactement. Oui, je l'ai. Pardon, Ouais. oui, je l'ai dans mon sac de cours. Je ne sais Oui. pas où il est enregistré dans mon ordinateur, mais je l'avais imprimé, effectivement, et je l'ai avec moi, le document. Ah, super, bravo Maria, c'est super. Très bien. Oui, merci. Excellent. Merci. Super.
Très bien. Et il y a ce livre justement que tu avais relu, Sébastien, c'est quoi le titre que tu es en train de... Découvrir la vacuité. Ok, ouais, aux éditions Mariana. Ouais, donc il y a énormément de choses. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Ok. Et donc on avait dit d'abord observer l'objet de négation. Quelle tête aurait l'objet de négation? C'est ce que dit aussi le Bodhisattva Shantideva dans le chapitre 9. Ouais, si on ne contacte pas l'objet de négation, comment certifier sa non-existence, son absence? Ouais. Donc si on ne connaît pas telle ou telle personne dans un groupe, comment est-ce qu'on peut certifier que cette personne n'est pas là? C'est obligé de savoir ce que l'on recherche. Ouais. Ok. Très bien. Donc, il y a le phénomène imputé et sa base imputation. Ok. La base imputation, ça peut être un ensemble de caractéristiques. Ça peut être par exemple, vous avez la tasse et sa base imputation. Ouais, c'est quoi la base imputation de la tasse? La forme, la couleur, la matière, exactement. La fonction aussi, exactement. Tout à fait. Tout ça, c'est la base imputation. Ouais. Et la tasse aurait une existence inhérente si elle pouvait être trouvée dans sa base d'imputation. Maintenant, on cherche. Est-ce que la forme est la tasse? Est-ce que un atome est la tasse? Est-ce que l'ensemble de l'atome est la tasse? Est-ce que la couleur est la tasse? Est-ce que la fonction est la tasse? C'est très important de se poser ces questions-là. Ouais, très important. Ça a l'air de rien, mais c'est très, très important. Et ça marche pour tout. Donc là, en général, on prend une tasse. Dans les textes, ils prennent un chariot. Moi, sur les diapos, j'ai pris un vélo. Le vélo de Pierre. Donc, on va essayer de parler de tout ça de manière très méthodologique, etc., etc. Et j'espère. OK. Très bien. Et donc, il y a la base d'imputation et le phénomène imputé. La base d'imputation elle-même n'est pas nécessairement, comment dire, des caractéristiques de l'objet lui-même. C'est dans beaucoup de cas, mais pas nécessairement. Ouais, par exemple, dans le Ratnavali d'Aryanagarjuna, ouais, il dit comme le long avec le court, dans le chapitre 1, comme le long avec le court. Ouais. Par exemple, est-ce que mon index est grand ou pas? Hein? Ça dépend. Ça dépend de celui qui est à côté. Est-ce que maintenant il est long ou pas? Mon index, est-ce qu'il est grand ou pas? Maintenant, il est plus grand que le pouce, exactement. Ouais, donc le long dépend du court. Et le court dépend du long. Est-ce que mon pouce est court ou pas? On n'en sait rien. Maintenant, à côté de l'index, oui, le pouce est court en dépendance de l'index qui est long. Donc le long et le court dépendent mutuellement l'un de l'autre. Mais l'un n'est pas la base d'imputation de l'autre, n'est pas une caractéristique de l'autre. L'un est imputé en dépendance de l'autre, mais l'un n'est pas une caractéristique de l'autre. Donc, c'est pourquoi la base imputation n'est pas nécessairement un ensemble de caractéristiques du phénomène imputé. Dans le cas du long et du court, l'un n'est pas une caractéristique de l'autre, puisque au contraire, le long est l'opposé du court. Et exactement, sont mutuellement dépendants. L'un ne peut pas exister sans l'autre, comme l'amour et le mariage pour Frank Sinatra. Donc, C'est pas court en soi. comme le quoi? C'est pareil. Court De en son soi, propre côté, hein, il n'est pas exactement, c'est pas court en soi, c'est pas court de manière indépendante. Ouais. Exact. En fait, on pourrait dire, en fait, le long, oui, le pouce lui-même n'est pas la base d'imputation de l'index, mais on pourrait dire que le court est une base d'imputation en dépendance duquel on impute le long. Ouais. Mais l'index et le pouce ont leur base d'imputation différente, en fait. Hein. Ouais, exactement. Oui, dans ce cas-là, oui. Le long index par rapport au court pouce. Exactement, tout à fait. Dans ce cas-là, oui. Ouais, parce que dans ce cas-là, le long est l'opposé du court. Le court est l'opposé du long. Et donc, les opposés existent en dépendance l'un de l'autre, pas nécessairement de manière factuelle, parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, mais pour apprécier la paix, il faut qu'il y ait la guerre. Non, 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 pas du tout. Pour apprécier le bien, il faut qu'il y ait le mal. Non, pas du tout. Pour apprécier la bonne santé, il faut la maladie. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils sont mutuellement imputés l'un en dépendance de l'autre. Il n'y a pas nécessairement besoin de l'existence factuelle de l'un pour que l'autre existe. Au contraire, parce que quand on est malade, on n'est pas en bonne santé. Quand il y a la guerre, on n'est pas en paix. Quand on est dans une situation où c'est totalement malsain, c'est pas quelque chose qui est sain. Donc, ça veut dire que la désignation dépendante, il n'y a pas nécessairement besoin que l'un existe factuellement pour que l'autre existe factuellement. C'est juste que l'un est désigné en dépendance de l'autre. Ça, c'est très important. Ouais, sinon, il faudrait tout le temps la guerre pour qu'on apprécie la paix, ce qui est une hérésie totale.
Ouais, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça, c'est très important. Ouais. Donc, la désignation dépendante, c'est le niveau le plus subtil, mais on va y aller tranquillement. Ouais, on va essayer d'y aller tranquillement. OK. Oui. Par rapport au Covid, ça moi, je pense à un moment où il y a des situations, catastrophes naturelles, maladies, etc., on sent la solidarité. Oui, Quand il n'y a pas ça, on sent moins la solidarité. oui, Voilà, je trouve que ça contredit un petit peu. oui. On la sent moins, peut-être qu'elle est moins visible. Elle est moins visible parce qu'il y a moins d'occasions qu'elle se montre. Mais en réalité, si les médias montraient aussi toutes les associations qui sont créées, tout ce que font les associations caritatives au quotidien, etc., on se dirait, ah ouais, waouh, même quand il n'y a pas de Covid, même quand il n'y a pas de catastrophe humanitaire, il y a tellement de choses qui se passent. Moi, Ça- c'est encore plus d'applaudissements que les infirmières. Oui, 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 exactement. Oui, oui, exactement. Oui, parce que leur boulot n'est plus montré. Bah, Mais leur boulot est autant présent que, alors peut-être c'était plus intense du temps du Covid parce que forcément les postes n'étaient pas remplacés. Enfin, il y a tout un système qu'il faudrait améliorer. Mais c'était plus montré, c'était plus visible. Donc les gens, forcément, dès que c'est visible, se rendent compte de ça. Mais idéalement, c'est de s'en souvenir, comme on est en train de le faire là, même quand c'est pas visible. Ce serait idéal. mémoire. Oui, exactement. C'est d'utiliser la mémoire, de savoir ce qui s'est passé là. Et j'imagine que les infirmières ne sont pas en train de se tourner les pouces parce qu'il n'y a plus de Covid aussi intense qu'avant. Oui, Nous-mêmes, t'es malade et puis le lendemain, tu te réveilles et puis tu as des douleurs et tout ça. Mm. Tu apprécies beaucoup que tu as pu les douleurs, comment dire, spontanément. Oui. Que tu ne peux pas avoir des douleurs, c'est déjà hier, tu n'as pas eu de douleur, il faut que tu penses. Oui, exactement. C'est là où, quand on parle de méditer sur la réjouissance, de se dire, en fait, qu'est-ce qui va bien dans ma vie, etc., de se souvenir de tout ça, de se dire que oui, en effet, j'ai pas. Exactement. C'est sans aspect méditatif, sans un entraînement méditatif, la réjouissance, elle ne vient pas nécessairement, à moins que quelqu'un soit comme ça, grâce à des bonnes empreintes et spontané. Mais sinon, ça ne vient pas tout seul, hélas. Il faut vraiment se souvenir, se dire, oui, en effet, il y a des catastrophes, on est dans le samsara, etc. Mais dans ce module où c'était quoi? C'était transformer les problèmes ou la pratique au quotidien, quelque chose comme ça. On essayait justement de se souvenir, mais qu'est-ce qui va bien aussi dans ma vie, de mettre en perspective, de relativiser. Et ça c'est impossible sans se souvenir justement des catastrophes qu'on a éprouvées, etc. Donc ça, c'est un effort volontaire hein, d'essayer de se souvenir de tout ça. Mais c'est extrêmement gratifiant parce qu'on se dit, ah oui, en effet, finalement, ça va plutôt bien. C'est magnifique. Parce que justement, dans le chapitre 6 du Bodhisattva Shantideva, il dit, d'où vient la colère? Quel est le terreau de la colère? L'insatisfaction. Quel est l'opposé de l'insatisfaction? La satisfaction, le contentement, la réjouissance. Donc, c'est une aide incroyable pour ne pas être en colère. C'est pas juste comme ça parce qu'on est des boubous qui sont des bouddhistes qui sont contents au quotidien, etc. C'est parce que ça a un aspect thérapeutique immense de se méditer sur la réjouissance et de se souvenir, mais qu'est-ce qui va bien dans ma vie? Énormément de choses en réalité, sauf qu'on le met de côté parce que c'est plus visible, c'est plus dans les médias de notre radar intérieur. C'est important de s'en souvenir. OK. Et c'est là où ça montre que c'est extrêmement relatif. Si c'est relatif, ça n'a pas d'existence absolue. Donc, c'est aussi l'aspect pratique de la vacuité. Si ça avait une existence absolue, ce serait un problème en soi, ce serait une difficulté en soi, etc. On ne pourrait jamais être dans la joie parce qu'on est dans le samsara. Et là, c'est tellement triste. Ouais. On peut trouver une joie dans le samsara, en sachant que cette joie est encore contaminée et que ce n'est pas la fin de l'histoire. Ouais. OK. Waouh, waouh, waouh. Très bien. Donc, on va essayer de se souvenir des 4 essentiels. D'abord, ceux qui ont révisé toute la nuit. Oui, identifier l'objet de négation, l'implication selon laquelle. Oui, exactement. Ensuite, est-ce que c'est un avec sa base d'imputation? C'est pour ça qu'il faut comprendre base d'imputation et phénomène imputé, sinon ces raisonnements. Donc, est-ce que, par exemple, si la personne existait de manière inhérente, ouais, donc ça c'est l'objet de négation, la personne inhérente, attention, hein, gardez toujours la personne inhérente, c'est ça qu'on recherche. C'est pas juste la personne.
Ouais, ça c'est très important. La personne inhérente. OK. Maintenant, la personne inhérente, si elle existait, elle serait soit une, soit différente de ces agrégats. Vous êtes d'accord? Donc, de sa base d'imputation. Parce que si ça existe, c'est soit un, soit différent. Ça, on l'apprend dès les bases du débat. Si ça existe, c'est soit un, soit différent. Ou soit un, soit multiple. C'est comme vous préférez. C'est pareil. Ouais. OK. Multiple, ça veut juste dire plus que un. Chic les morts en tibétain. Ça veut dire plus que un. Ouais. Et si c'est différent, la plupart du temps, on pourrait dire dans la plupart des contextes, c'est plus que un aussi. C'est nécessairement multiple dans la plupart des contextes. OK. Très bien. Donc, si ça existe, c'est soit un, soit différent. Si la personne inhérente existait, elle serait soit une avec ses agrégats, soit différente de ses agrégats. Mais ce qu'on va essayer de voir, justement, c'est dans la notion de différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Par exemple, si on cherchait la personne elle-même, la simple personne conventionnelle, etc., est-ce qu'elle est une ou différente de ces agrégats? La personne conventionnelle. Là, c'est simplement la personne, le simple jeu. Est-ce que la personne est une conventionnellement? Et les agrégats sont 5. Est-ce que 1 est égal à 5? Non, exactement. Donc, la personne, conventionnellement, la personne n'est pas une avec ses agrégats. Elle est différente de ses agrégats. On dit mes agrégats. Ouais, donc la personne est différente de ses agrégats. On pourrait même dire la personne est contradictoire avec ses agrégats. Comme la tasse et sa couleur. La tasse et sa couleur sont contradictoires. Il n'y a rien qui soit à la fois une tasse et une couleur. Il n'y a rien qui soit à la fois une personne, donc le phénomène imputé, et les agrégats, la base d'imputation. Le phénomène imputé et sa base d'imputation sont nécessairement différents et sont même nécessairement contradictoires. Essayez de bien garder ça à l'esprit. Mais une même entité, exactement. Le phénomène imputé et la base d'imputation sont nécessairement contradictoires. Ça, c'est très important de le garder à l'esprit. Et même Geshe-Dreyfus dit dans sa présentation de l'école Madhyamaka, où il dit que même si on ne comprend pas, au moins de retenir ces notions-là, de les retenir intellectuellement, mais très artificiellement, mais de les retenir. Parce qu'il dit sinon, on veut passer sur la sagesse issue de la réflexion, avant même d'arriver d'abord sur la sagesse issue de l'étude, de l'écoute. Et donc, on veut réfléchir sur la vacuité, etc., mais on ne retient rien. On n'a même pas retenu tiens, que veut dire contradictoire, agrégat, base d'imputation, etc. Donc, il faut d'abord, ne serait-ce que retenir intellectuellement, très artificiellement, ces notions-là, pour ensuite les examiner. Si on n'arrive pas à faire le premier pas, déjà de retenir une information, comment est-ce qu'on va l'analyser? Est-ce qu'on aura déjà oublié tout ça? Donc, ça, c'est très, très précieux, ce conseil de Geshe-Dreyfus. OK. Très bien. Donc, contradictoire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est différent, c'est distinct, ne serait-ce que conceptuellement, et rien ne peut être ces deux trucs en même temps. Il n'y a aucune base commune. Il n'y a aucune base commune, il n'y a rien qui puisse être à la fois une tasse et sa couleur. Rien. C'est soit la tasse qui est caractérisée comme étant de couleur jaune, soit la couleur jaune qui est la caractéristique du phénomène caractérisé. Mais le phénomène caractérisé et sa caractéristique sont nécessairement contradictoires. Ouais, ça c'est très important. La couleur de la tasse est jaune. Mais la tasse n'est pas une couleur. Ouais, ça vous parle? Ça c'est très très important. La tasse n'est pas une couleur. Mais elle a une couleur. Elle a une couleur, mais elle n'est pas une couleur. Oui. Ok, donc ceux qui font les débats, ils ont tellement l'habitude de ça, ça passe comme une lettre à la poste. Ça, c'est obligatoire. Mais si vous n'avez pas l'habitude de ça, ça prend un certain temps. Il faut se familiariser avec ces notions-là. Ouais. Une fois qu'on a ces notions-là, après, méditer sur la vacuité, croustillant. Ça veut dire qu'on a envie de le faire parce qu'on a déjà ces notions, on les a déjà acquises. Donc, dans ce cas-là, oui, on a envie de méditer sur la vacuité. Si on n'a pas ces notions-là, eh ben, l'apprentissage de ces notions basiques, ça crée un obstacle. On se dit, mais j'ai envie de méditer la vacuité, mais il me parle de couleur et de tasse, à quoi ça sert? Exactement, mais une fois qu'on a compris ça, après, on peut comprendre les trucs un peu plus croustillants. Justement, c'est pour ça qu'on utilise un objet transitionnel. On commence par ça, parce que le moi est pas si compliqué, pas si simple à cerner. Parce que le moi, c'est quoi? C'est quoi une personne? C'est quoi la définition d'une personne?
un être ou un individu imputé en dépendance de toute ou partie de ses agrégats. Il y en a qui connaissent la définition par cœur. C'est magnifique. Ça, c'est bien. Ça, c'est du solo de Pink Floyd. Ça, c'est magnifique. OK. Très bien. Donc, en effet, c'est un individu ou un être imputé en dépendance de toute ou partie de ses agrégats. Qu'est-ce que ça veut dire un être imputé, etc. Qu'est-ce que ça veut dire un moi qui est impermanent, mais qui n'est pas son corps et pas son esprit? C'est pas si simple à cerner ce que veut dire une personne. Mais quand on parle d'une tasse, qui a une difficulté à comprendre ce qu'est une tasse? Donc, c'est pourquoi dans les textes, il parle du chariot. C'est tout simplement pour ça. C'est tout simplement pour ça, pour nous aider à comprendre ce raisonnement et ensuite l'appliquer à la personne et aux autres phénomènes, bien sûr. Ouais. OK, ça c'est très important. Très bien. Très bien, très bien. Donc, en effet, vous avez parfaitement compris que la tasse est le phénomène caractérisé, ouais, et sa couleur est une caractéristique. Et le caractérisé et sa caractéristique sont contradictoires, mais sont une même entité, puisque où vous trouvez la tasse, vous trouvez sa couleur, et où vous trouvez la couleur, vous trouvez la tasse. Ouais, la couleur de la tasse, bien sûr. Ouais. OK. Très bien, c'est le même principe avec la vacuité de la tasse et la tasse. Ouais, elles sont contradictoires et sont malgré tout une même entité. Ça joue? Ok, bravo! Oh, ça c'est super. Il est déjà presque... Ouh là là, ça passe, ça passe, ça passe. Très bien. Donc si vous comprenez ça, maintenant on va se poser la question, est-ce que la personne est intrinsèquement une avec ses agrégats ou intrinsèquement différente de ses agrégats? Parce que on cherche la personne inhérente. Tout à l'heure, on se posait la question, la personne elle-même, la simple personne, elle est différente de ses agrégats, elle est contradictoire avec ses agrégats. Donc elle existe puisqu'elle est différente. Mais là, si on cherche la personne inhérente, il faudrait qu'elle soit intrinsèquement une avec ses agrégats ou intrinsèquement différente de ses agrégats. Donc séparée de ses agrégats. Et là, c'est impossible. Puisque la personne n'est ni intrinsèquement une, ni intrinsèquement différente, ce qui n'est ni un ni différent n'existe tout simplement pas. Il n'y a pas de personne intrinsèque. Ça, c'est précieux. Ça, c'est très précieux. Ouais. Recherchez l'objet de négation, la personne inhérente, la personne absolue, intrinsèque, inhérente, qui existe par ses propres caractéristiques, qui existe sans être simplement imputée par une conscience conceptuelle, etc. Tout ça, c'est kiff-kiff. La personne inhérente, si elle existait, elle serait soit une, soit différente par rapport à sa base d'imputation, par rapport à ses agrégats. Et donc, on cherche d'abord, est-ce que la personne est une avec ses agrégats? Ouais, déjà, la personne conventionnelle n'est même pas une avec ses agrégats conventionnels. Et là, on cherche en plus une personne inhérente qui serait intrinsèquement une avec ses agrégats. C'est-à-dire que même le nom serait le même. Même le nom serait le même. Il n'y aurait même pas de distinction terminologique, il n'y aurait même pas de distinction en termes de nom. Alors, on dit personne et agrégat. Donc, il y a déjà ne serait-ce qu'une distinction de termes. Mais si c'était un de manière inhérente, même le terme serait le même. Même le terme, c'est exactement ce que vous retrouvez dans les textes classiques. Arya Nagarjuna, Charachandra Kirti. Ce sont les raisonnements qui sont donnés dans les textes. C'est-à-dire que la première conséquence à l'absurde, c'est que ce serait exactement le même terme. On ne pourrait pas même dire mes agrégats. Ouais. Si c'était intrinsèquement un, c'est-à-dire que même la conscience conceptuelle ne pourrait pas les distinguer. Exactement. Le sens, le terme, tout serait la même chose. Il n'y aurait rien qui dépasse. Ce serait exactement le même truc. Or, on dit mes agrégats, ma personne, mes agrégats. La personne et les agrégats sont nécessairement distincts. OK. Donc, la différence majeure dans une personne qui existait, elle serait soit une avec son agrégats, soit différente de ses agrégats. Oui, Ou alors, si tu vas dire, si elle existait, elle serait intrinsèquement une. oui. Il y a une différence énorme, c'est que la personne conventionnelle, si elle existe, elle est soit une, soit différente, en effet, de ses agrégats, et elle est différente de ses agrégats. Donc, on la trouve comme étant différente de ses agrégats. La personne est bien différente de ses agrégats, conventionnellement. La personne conventionnelle est conventionnellement différente de ses agrégats conventionnels, tout va bien. Mais si on cherchait une personne inhérente, dans ce cas-là, il faudrait qu'elle soit inhéremment ou intrinsèquement une avec ses agrégats, ou intrinsèquement différente. Et là, c'est plus du tout le même sens. Ça veut dire qu'elle serait séparée de ses agrégats. Même la perception directe serait capable de distinguer la personne de ses agrégats. On verrait la personne dans le jardin et les agrégats dans le salon.
Donc ça, c'est très, très important d'avoir cette notion-là. Et on va voir dans d'autres raisonnements aussi, par exemple, une bonne partie du chapitre 6 du Madhyamaka Avatara, c'est une introduction au chapitre 1 du Madhyamaka Shastra, d'Aryanagarjuna, l'analyse des conditions. Ouais, quand il dit ni de soi, ni d'autre, ni des deux, ni sans cause, na swato, na api parato, na dvabhya, na api ahetuta. Ils disent ni de soi, ni d'autre, ni des deux, ni sans cause. Ouais, et donc, aucun phénomène ne naît ni de soi, ni d'autre, ni des deux, ni sans cause. Pourtant, nous, on est d'accord pour dire qu'une pousse naît d'une graine, une graine est autre que la pousse. Sauf que là, on cherche une altérité inhérente. Ça fait toute la différence. Ouais, donc, on va revoir tout ça. Absolu. On va revoir tout ça. OK. Et donc, hein, les quatre essentiels, c'est le principe fondamental des raisonnements quintuples et raisonnements septuples d'Aryanagarjuna, Acharya Chandrakirti. Ouais. Et donc, en effet, on a dit, on cherche une personne inhérente. Si elle était inhérente, elle serait soit intrinsèquement une, soit intrinsèquement différente des agrégats. Ouais, ça, c'est l'implication. Et si elle n'est ni l'un ni l'autre, elle n'existe tout simplement pas. C'est juste magnifique. Ok, donc ça, il est possible que ce soit une traduction améliorée. Je ne suis pas sûr que dans Maps of the Profound, il y ait même les citations. Il faudrait que je vérifie. Ça, c'est un truc assez ancien que j'avais fait. C'est les pages 828 et suivantes de Maps of the Profound, l'un des textes classiques les plus merveilleux qui puissent exister sur les écoles philosophiques de Kunkien Jamien Shepa, ouais, dans de Pungoman. Et c'est juste magnifique. Donc, le texte racine, c'est le rugissement du lion éradiquant l'erreur. Ouais. Et ensuite, il y a l'autocommentaire. Et dans ce Mars of the Profound, il y a aussi d'autres commentaires, d'autres maîtres exceptionnels comme Laurent Belden, Tchanka, etc. Ouais, impeccable. Très bien. Et donc, c'est ce qu'il dit ici, mais vous retrouvez dans d'autres textes. Par exemple, moi, j'adore l'un des textes de Shankar Rinpoche qui s'appelle The Beautiful Adornment of Mount Meru, le Lumbo Dzegen, qui est juste exceptionnel. Exceptionnel. Et donc, il retrace aussi tout ça. Et donc, il dit, il y a deux soi, des personnes et des phénomènes. Il faut y aller progressivement. Ne lisez pas tout comme ça. Vous allez tout lire, vous allez plus m'écouter. Il y a deux soi, des personnes et des phénomènes. Ouais, ça veut dire qu'une personne n'est pas un phénomène. Si, une personne est un phénomène. Donc, quand on dit le soi des personnes et le soi des phénomènes, ça veut dire qu'on distingue la personne des autres phénomènes. La personne est un phénomène, est un existant, mais on distingue la personne qui est spécifique des autres phénomènes. C'est ça que ça veut dire. C'est pas contradictoire. Une personne est un phénomène. Mais quand on distingue le soi des personnes et le soi des phénomènes, c'est nécessairement deux trucs totalement distincts. Très bien. Et donc, la non-existence de ces deux est déclarée comme étant les deux non-soi. Ça, c'est logique. Ouais. Très bien. Un soi des phénomènes est réfuté par les quatre, les éclats de diamant, etc. Ouais, les éclats de diamant. Vous avez aussi le raisonnement roi de l'existence dépendante. Vous avez les quatre illogiques par rapport à la cause et à l'effet, etc. Donc, on va voir ça tranquillement, ensemble, progressivement. Comme ça, vous aurez la structure, vous saurez comment méditer sur la vacuité. Ouais. Pas parce que moi, je vous l'aurais dit, mais parce qu'un texte classique vous le dit. Un soi des personnes est réfuté par le raisonnement quintuple et septuple, donc on va voir de quoi il s'agit. Les deux types de soi sont aussi réfutés par le raisonnement roi de l'existence dépendante. Vous vous souvenez pourquoi c'était le raisonnement roi? Parce qu'il y a un roi qui l'a dit. Alors, il écarte les deux vues extrêmes en même temps. C'est ça qui est génial, exactement. Les autres écartent un soi absolu, mais n'affirment pas la façon dont les choses existent. Ouais. Ça veut dire que, par exemple, les éclats de diamant, comme on va juste de dire, un phénomène produit ne naît pas de soi, ne naît pas de manière inhérente de soi, d'autre, des deux, ni sans cause. Donc, on réfute une production absolue. On n'affirme pas comment la production conventionnelle existe. On ne réfute que la production absolue. Or, le raisonnement roi de l'existence dépendante, c'est les phénomènes existent de manière sont vides d'existence indépendante, car ils existent de manière dépendante. Ça explique aussi comment ça existe, donc ça réfute aussi le nihilisme. Ça réfute les deux en même temps.
C'est pourquoi on l'appelle le raisonnement roi de l'existence dépendante. Ouais. Très bien. Ça vous parle, ça? Ouais. Oui, mais l'interdépendance des phénomènes et la personne aussi. Ouais, les deux types de soi sont réfutés par l'existence dépendante. Les deux, le soi de la personne et le soi des phénomènes. Ouais. Ok, très bien. Alors, quand on dit les phénomènes, en gros, c'est les agrégats. Ouais, ce que dit Ariana Nagarjuna dans le Bodhicitta Vivarana. Ouais, il dit, en gros, quand on parle des phénomènes, on parle des agrégats. Mais dans ce cas-là, quand on parle des phénomènes qui sont la base d'imputation de la personne. Ouais, parce que l'espace incomposé est un phénomène, mais n'est pas un agrégat. Les agrégats sont tous impermanents. Et donc, tous les phénomènes permanents sont aussi des phénomènes, mais ne sont pas des agrégats. Ouais. Phénomène, c'est plus vaste. Par exemple, quand on dit les 5 agrégats, les 12 sources et les 18 éléments, les 18 constituants, là, oui, ça inclut tous les phénomènes, parce que dans les 18 constituants, il y a les phénomènes qui sont les objets des consciences mentales, donc les phénomènes permanents aussi. Et là, ça inclut tous les phénomènes, quand on parle des 18 constituants. Et si on dit les 5 agrégats, ça renvoie qu'aux impermanents. Ouais. Très bien. Très bien, très bien. Donc ça, si vous faites un payback et que vous étudiez le Sutra du cœur, ce sera clairement expliqué. Très bien, très bien, très bien. Donc il y a les deux soi des personnes et des phénomènes. Donc en fait, on dit il y a les deux soi, mais en réalité, il y a les deux saisies du soi, parce qu'il n'y a pas de soi inhérent ni rien. Donc il y a les deux saisies du soi des personnes et des phénomènes. La saisie existe, mais ce qu'elle saisit n'existe pas. Ouais, ça c'est très important de le distinguer déjà. Ok, très bien. Saisir, c'est vraiment une forme, c'est une conception fausse. C'est une saisie conceptuelle. C'est nécessairement conceptuel. L'ignorance est nécessairement conceptuelle. Ouais. Même quand elle est innée. Elle est nécessairement. C'est une conception fausse, l'ignorance. Ok. Oui, oui. Les éclats de diamant, ça veut dire une tasse, par exemple, n'est pas produite en soi, donc de manière inhérente, ni par elle-même, ni par quelque chose d'autre, ni par les deux, elle-même et quelque chose d'autre, ni sans cause. 4. Ouais. Ça, si vous comprenez bien cet exemple-là de raisonnement, le chapitre 9, ça passe tout seul. Le chapitre 9 du Bodhisattva Shantideva, il est essentiellement axé sur ce raisonnement, mais pas que. Ok, très bien, parce qu'il y avait des vues à l'époque, des vues non bouddhistes qui considéraient ça, tout simplement. Ouais. Ils considéraient qu'on pouvait naître de soi ou d'autres, etc., de manière intrinsèque, etc. Ok, donc on va y revenir. Donc les deux soi supposés, hein, l'existence inhérente des personnes et l'existence inhérente des phénomènes sont respectivement le soi des personnes et le soi des phénomènes, ouais, des autres phénomènes. C'est pourquoi la non-existence de ceux-ci est respectivement déclarée comme étant le non-soi des personnes et le non-soi des phénomènes. Ouais, très bien. Et donc ça, c'est uniquement pour les écoles mahayanistes. Ouais, pour les écoles Vaibhashika et Sautantika, il n'y a pas de non-soi des phénomènes. Ouais. Donc ici, on parle selon une école mahayaniste, l'école essentiellement Madhyamaka. Ouais. Ok. Très bien. Et donc, le soi des phénomènes est réfuté par 4 raisonnements. Les éclats de diamant. Ouais. Donc, ni de soi, ni d'autre, ni de deux, ni sans cause. Donc, la production, on réfute la production inhérente. Est-ce que j'ai fait le partage d'écran? Oui, ok. Oui. Ensuite, la réfutation de la production des 4 extrêmes. Des effets existants, des effets non existants, des effets qui sont les deux à la fois, des effets qui ne sont ni l'un ni l'autre. C'est juste magnifique. Magnifique. Le chapitre 4, par exemple, du Madhyamaka Shastra d'Ariana Nagarjuna, il dit si une cause existe, si une forme existe, quel besoin a-t-elle d'une cause? Si une forme n'existe pas, quel besoin a-t-elle d'une cause? Ah, c'est juste magnifique. Ok, donc on va revenir là-dessus tranquillement. La réfutation de la production selon les 4 alternatives. Une cause produisant ultimement un effet, une cause produisant ultimement plusieurs effets, plusieurs causes produisant ultimement un effet et plusieurs causes produisant ultimement plusieurs effets. Ouais. Ça, c'est moins utilisé comme raisonnement dans les textes qu'on emploie habituellement. Je pense que c'est plutôt même soit tantrika, mais c'est juste mon opinion. Mais ça fonctionne aussi, bien sûr, pour les prasangika. Ensuite, l'interdépendance, le roi des raisonnements. Donc, 4 pour le soi des phénomènes. Ouais, ok. En outre, le soi des personnes est réfuté par les deux, le raisonnement quintuple et le raisonnement septuple.
Ouais, c'est ce qu'on va essayer de voir. De plus, les deux types de soi sont réfutés par le raisonnement de l'interdépendance lui-même. Ouais, donc, il est vraiment applicable à tout. C'est ça qui est génial. Très bien. Ok, donc l'autocommentaire, le Dr. Chamon de Conquien Shepa ajoute le soi qui est nié est la non-dépendance, le non-appui sur quelque chose d'autre. Autre étant les termes, la conception, etc. Ouais, ça peut être la base d'imputation. Ça peut être des causes. Ça peut être des parties, etc., etc. Les absences d'un tel soi, au regard de ces bases, et les personnes et les phénomènes sont respectivement avancés comme le non-soi des personnes et celui des phénomènes. Ouais, 4 types de raisonnement réfutent un soi des phénomènes. Donc, ils répètent beaucoup parce que ça permet aussi d'intégrer un petit peu tout ça progressivement. Très bien. Et un soi des personnes est réfuté par le raisonnement trouvé dans les sutras et dans le traité racine de la voie médiane, ouais, le Madhyamaka Shastra, Madhyanagarjuna, qui recherche le soi selon 5 modalités. Ouais, par exemple, le chapitre 18, chapitre 22, etc., etc. Ouais, ok. Et par le raisonnement trouvé dans l'introduction à la voie médiane, le Madhyamaka d'Acharya Chandrakirti. Ouais, ok. Maintenant, il y a une excellente traduction en anglais avec le commentaire de Lama Tsongkhapa. Illuminating the Intent, ouais, de Thupten Jinpa. Ok. Qui recherche le soi selon 7 modalités. Il en rajoute 2. Donc ça, j'ai des diapos pour ça. On va y aller tranquillement aussi. Ouais. C'est juste une introduction générale à ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui. Ouais. La simple collection. Donc voilà, il ajoute 2 réfutations aux assertions selon lesquelles la simple collection serait le soi, la simple collection des agrégats, ou la forme, la configuration elle-même serait le soi, en se basant sur l'explication de la simple collection des agrégats comme n'étant pas le soi, mais comme étant sa base d'imputation. Ça, on va essayer d'y revenir. OK. Donc, bien sûr, là, on parle de tout ça parce que vous avez, pour la plupart, eu plusieurs découvertes du bouddhisme. Hein. Si c'était notre première rencontre de découverte du bouddhisme, forcément, ça n'aurait pas du tout été pour vous. Mais puisque vous avez déjà étudié beaucoup de choses, etc., c'est pour ça qu'on en parle. Hein, parce qu'à la FPMT, on insiste beaucoup à adapter le niveau d'enseignement aux étudiants. Qu'est-ce qu'ils recherchent, quelle est leur recherche, etc. Et donc, comme on avait vu avec Jean-Paul, il n'aurait peut-être pas dû me le dire, certains étudiants avaient déjà plusieurs DB. Je me suis dit, on va faire un DB++. Donc, c'est pour ça qu'on parle de ça. Mais après, si vous voyez que ça ne vous parle pas du tout, que c'est totalement à côté de la plaque, on peut vraiment essayer d'y aller d'une manière plus... On peut parler vraiment de ce qui est vraiment marqué dans le livret. Ouais. Donc, n'hésitez surtout pas, ouais, si ça vous semble un peu trop confus, etc. Parce que idéalement, si on se familiarise avec tout ça, idéalement, on a un faisceau d'informations qui nous permet vraiment d'approcher la compréhension de la vacuité. Ouais. Mais n'hésitez surtout pas, hein, si ça vous semble vraiment trop compliqué, on peut vraiment... Mais normalement, avec les diapos que j'ai, normalement, on va essayer de dérouler tout ça. Là, c'est vraiment, ça a l'air très aride et très... comment dire, étranger, mais avec quelques raisonnements, normalement, ça devrait le faire. Ouais, ok. Donc, les deux soi de personnes et phénomènes sont réfutés par le raisonnement de leur existence dépendante et par le raisonnement de leur absence d'unité et de différence. Ça doit vous parler. Ni un ni différent. Ça vous parle. Si ça vous parle, si ça fait sonner une petite clochette à l'intérieur, c'est que vous êtes mûr. Ok, les éclats de diamant. Oui, première strophe, premier chapitre. Jamais, nulle part, rien qui surgisse, ni de soi-même, ni d'autre chose, ni des deux à la fois, ni sans cause. Magnifique. Ok, production à partir de soi-même. Production à partir de soi-même. J'enlève le texte exprès. Si par exemple, imaginons que la pousse, vous avez une graine et une pousse. Si la pousse naissait d'elle-même, si un effet était sa propre cause, quelles seraient les conséquences? Hein? Elle ne se modifierait pas, elle resterait pousse, oui, il n'y aurait pas besoin de graines, elle n'évoluerait pas,
l'effet serait déjà dans la cause. Exactement, ouais. Donc, essayez de bien garder à l'esprit que là, quand on parle de causalité, on parle nécessairement de séquence. La cause doit exister avant son effet, nécessairement. Ça, c'est obligatoire. Après, si vous allez vraiment dans l'ultime, dans la théorie des cordes, etc., là, c'est différent. Là, il n'y a ni cause, ni effet, ultimement, etc. Là, il n'y a ni avant, ni après, ni pendant. Mais conventionnellement, une cause doit nécessairement exister avant son effet. Si vous avez jardiné, si vous avez déjà préparé du thé, si vous avez déjà tout ce que vous avez vu dans votre expérience personnelle, vous avez nécessairement vu que les causes venaient avant leurs effets. Nécessairement. Ça, vous ne pouvez pas passer à côté. Alors, ça veut dire que vous pouvez manger la graine du pommier comme c'est une pomme. Exactement. Exactement. Ça veut dire que l'effet, l'effet, c'est ce qui est nouvellement produit. Vous êtes d'accord? Quand vous avez une pousse, elle n'était pas là avant. Donc, elle est nouvellement produite. Si elle naissait d'elle-même, il faudrait qu'elle existe déjà avant d'exister, pour se produire elle-même. Il faudrait qu'elle préexiste à elle-même. Il faudrait qu'elle existe déjà avant, puisqu'une cause doit exister avant son effet. Donc, si la pousse naissait d'elle-même, il faudrait qu'elle existe déjà avant même de se produire. Non? Magnifique! Ça, c'est très important de voir l'aspect absurde de ça, de voir que c'est impossible. Ouais, oui. Division cellulaire, oui. Celle qui vient de celle d'avant. Oui, elle vient de celle d'avant. Donc, Et celle d'avant et celle d'après, est-ce que c'est les mêmes? Alors, au début, on a une cellule et après, il y en a deux. Mais c'est très important. Ce que tu es en train de faire là, c'est très important. C'est exactement ce type de cheminement conceptuel. C'est comme ça qu'on raisonne. Très précieux, très précieux. La précédente est une émergence de la seconde. Oui, la seconde vient de la première, non? Vous avez d'abord une cellule. Elles sont similaires, elles sont le même continuum. C'est le même continuum, donc elles sont semblables à ce titre-là. Mais deux cellules et une cellule, c'est contradictoire. Deux cellules, on a d'abord une cellule et après il y a deux cellules. Et donc entre 1 et 2, est-ce qu'il y a des bases communes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être à la fois 1 et 2? 12, dirait Vandame. Ou 21. Ça, c'est à part pour Jean-Claude Van Damme. À part pour Jean-Claude Van Damme, qu'est-ce qui peut être à la fois 1 et 2? Rien. Absolument rien. Donc, soit on a une cellule qui vient avant, soit deux cellules qui viennent après. Ouais, mais si les deux cellules existaient déjà au moment d'une cellule, on les verrait. On verrait qu'il y a deux cellules déjà. C'est ça qui est magnifique, ouais. Ça, c'est tous les arguments qu'on retrouve dans les textes, ce que dit Acharya Chandrakirti. On verrait la pousse déjà dans la graine. On la verrait déjà. Il y a le potentiel. Ouais, exactement. Et c'est ce que diraient les Samkhya d'une certaine manière. Il y a déjà le potentiel et après, il faut, parce qu'ils ont raffiné leur point de vue d'une certaine manière. Au début, ils ont dit oui, la cause, l'effet est déjà dans la cause. Et ensuite, ils ont un petit peu peut-être modifié en fonction des débats ou peut-être qu'on leur fait dire cela. Mais en effet, il y aurait le potentiel de l'effet déjà dans la cause d'une certaine manière, comme s'il était là, mais pas manifeste. Donc, c'est pas encore la même chose que le potentiel, comme s'il était là, mais pas manifeste. C'est pas encore la même chose. Et donc, en effet, si la cause doit exister avant son effet, si l'effet est né de lui-même, il doit nécessairement exister déjà au moment de la cause. C'est-à-dire que les deux cellules devraient déjà exister au moment d'une cellule, ce qui n'est pas possible. Ça, c'est très important. Alors, si la cause peut persister même quand il y a son effet, on verrait la graine au moment de la pousse. C'est exactement ce que dit Ariana Nagarjuna. Oui, exactement. La cause ne coexiste nécessairement pas avec son effet. C'est ça qui est magnifique. À part pour les Vaibhashika. Ouais, ils sont vraiment très spéciaux par rapport à ça. Mais sinon, et c'est à partir des autres antiquats, personne, et même aucun scientifique, vraiment, si on fait une vraie recherche scientifique, si la cause demeure dans son effet, on devrait voir encore la graine au moment de la pousse. Ah, des fois, tu vois la graine. Ah, c'est une graine germée, c'est plus une graine. Ouais, c'est plus une graine. Ouais. Parce que si tu vas au restaurant et tu dis à moi, en entrée, je vais prendre des graines germées et t'apportes des graines, tu vas pas être contente.
C'est là où on voit qu'il y a quand même une distinction. Oui, alors là, il faudrait l'appliquer juste à la causalité, parce que quand on dit rien, ça veut dire aucun phénomène, mais il y a des phénomènes qui ne se transforment pas, des phénomènes permanents. Ouais. Donc c'est là où il faut l'adapter en parlant de la causalité. Ok. Donc essayez de bien garder ces raisonnements parce que c'est là, c'est ce que vous allez utiliser dans votre méditation sur la vacuité. Vous dire, ok, si par exemple, si je me produisais moi-même, si j'étais ma propre cause, je devrais exister moi-même avant même d'exister, etc., etc. Donc c'est ce type de raisonnement qu'il faut vraiment garder à l'esprit pour avoir l'incohérence. C'est-à-dire, mais il est impossible que la pousse existe déjà au moment de la graine. Parce qu'on cherche une production inhérente. Là encore, gardez bien ça à l'esprit, c'est très important parce que sinon ça ne joue pas. Sinon, on n'a pas compris la voie médiane. Il faut vraiment comprendre ce que l'on cherche. On cherche une production inhérente telle qu'elle nous apparaît. Ouais, la production nous semble exister de manière inhérente. Ok, si elle existe de manière inhérente, on va chercher. Et si elle existe de manière inhérente, cette production devrait naître de manière inhérente, soit d'elle-même, soit d'autres, soit des deux, soit sans cause. Il n'y a aucune autre possibilité. Et donc, on va vérifier point par point. L'objet de la ignorance, c'est le moi inhérent. L'objet. C'est ça qu'on cherche Oui, alors aussi, mais pas que. Il y a aussi, on peut saisir une tasse parce qu'on vient juste de l'acheter, et on est attaché à cette tasse, etc. Donc, on va aussi méditer. Oui. C'est bien un moi conventionnel qui fait Ah, et qu'elle inflate là-dessus. oui, oui. En voyant. Oui, oui, elle a pour objet d'observation le soi conventionnel. Pour les Prasangika. Les Prasangika sont les seuls à dire ça. Les autres écoles diront ce sont les agrégats, les objets d'observation de la saisie du soi. Jamais Acharya Chandrakirti ne sera d'accord avec ça. Il dira c'est la personne conventionnelle, le jeu conventionnel qui est l'objet d'observation de l'ignorance qui lui donne un vernis d'existence inhérente, comme les petits biscuits au pain d'épices avec le chocolat autour. Eh ben, les petits biscuits au pain d'épices, c'est le jeu conventionnel, et le vernis de chocolat autour, c'est le vernis d'existence inhérente, qui n'a jamais été possible. Mais le jeu conventionnel, c'est l'objet d'observation. C'est pas la même saisie parce que le jeu conventionnel lui existe, le jeu inhérent lui n'existe pas. Exactement. Donc, en fait, tout dépend de l'objet, surtout dans les analyses. L'ignorance pense le jeu Ah oui, existe de manière inhérente. Ouais. Hein? Le jeu inhérent, c'est pour pas tomber dans le Ah ouais, mais sinon on n'a pas du tout, on est à côté du raisonnement. Ça, c'est parce que conventionnellement, la pousse est autre que la graine. Conventionnellement, la pousse est autre que la graine. Donc, si le Madhyamika disait, ah ben non, la pousse ne n'est pas d'autre. Bah, si, bien sûr, parce que la graine est autre que la pousse. Donc, conventionnellement, oui. Sauf que là, on cherche une production inhérente, un autre inhérent. Si la graine était autre de manière inhérente de la pousse, eh ben, autant les causes que les non-causes seraient les causes de la pousse. C'est exactement ce que dit Alain Nagarjuna. C'est juste magnifique. Et on va y revenir tranquillement, ouais. Là, elle est dans l'estomac et en parlant d'estomac. Ah non, on a pris les noix de cajou au curry par contre. En parlant d'estomac, hein, parce que c'est bien de nourrir l'esprit, mais essayez de penser. Alors, c'est sûr que si on insiste sur l'aspect conventionnel de l'existence conventionnelle, par exemple, Mathieu Ricard, dans Plaidoyer pour l'altruisme, il parle de ça. Il dit que même aux enfants, il leur dit, vous prenez un pull, un coussin, n'importe quoi. Essayez de comprendre toutes les causes et conditions qui ont engendré ce truc-là. Rien que ça, c'est immense, c'est énorme. Et donc, quand on va manger, si vous essayez de penser à ça, de vous dire que tous les êtres, sans exception, ont nécessairement participé de près ou de loin à ce repas, vous pouvez leur dédier les mérites du fait de manger tout ça et de penser à eux. Et ce n'est qu'un juste retour de choses. C'est-à-dire que tous les êtres ont participé à ça, c'est tout à fait normal qu'on mange pour leur bien à eux. Ok, merci à tous. Et donc, on se rejoint tout à l'heure pour la suite, j'espère. Christophe, moi je rejoins demain matin parce que j'ai quelque chose cet Ouais, après-midi. d'accord. Mais on pourra en parler en fin de session de matin si tu veux pour Ouais, le. ça marche. Ouais. Ok, c'est super. Merci beaucoup. C'est super. Mais je suivrai l'enregistrement pour cet Ouais. après-midi. Oui, et puis les autres personnes ici te diront de quoi on a parlé, c'est sûr. Oui, 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 ils peuvent, ils peuvent. Ils peuvent faire des petits On leur retours demandera dessus.
qu'il Ouais. redise de quoi on a parlé. Exactement, Merci exactement. beaucoup. Bon Ciao, appétit. ciao. À Et demain, c'est à Bon demain à demain. appétit, à 14h. tout à l'heure. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Ouais, Bon demain. appétit à